l'artiste est mis en avant comme un produit, on le promouvoit, c'est sûr qu'il y a une énergie, on voit à la caméra les gens qui les aiment, il y a un engouement, mais souvent, il y a 95% de l'argent qui était destiné à l'artiste qui est détourné vers les gens de l'industrie, qui font entre eux des deals. Et ça, moi, j'étais tanné, j'ai décidé d'aller vers... Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est nul autre que le membre fondateur du groupe Yellow Molo, et j'ai nommé Stéphane Yell. Il est venu nous parler entre autres de sa sortie qu'il a faite sur les réseaux sociaux en 2022, fait qu'il est venu nous expliquer qu'est-ce qui se passait puis pourquoi il a fait cette sortie-là. Mais aussi on va parler un peu de l'histoire de Yellow Molo et aussi de l'industrie de la musique au Québec et de ses patterns un peu louches, hein, qui des producteurs qui abusent parfois des artistes émergents. Fait que je vais vous laisser juger de tout ça, mais un gros merci pour vrai à Stéphane Yell d'avoir amené ces réflexions-là. Je trouvais ça bien important de pouvoir lui laisser la parole. Cette semaine, le podcast est encore une fois une présentation de procafetière.ca. Un énorme merci à procafetière.ca de commanditer le podcast, de podcast en podcast, de mois en mois. Un gros merci. Si vous savez pas c'est qui, c'est les experts en café. Hein? Je vous recommande d'aller les voir à Varennes. Hein? Ils sont sur la rive sud de Montréal et c'est vraiment sur la King Koch, man. Allez les voir. Ils sont super sympathiques, man. Ils sont très efficaces. Ou sinon, vous pouvez toujours aller voir leur site internet au procafetière.ca qui est très facilement opérable. Fait qu'un gros merci à notre commanditaire encore une fois de cette semaine et je vous recommande d'acheter une poche du What's Up Podcast, hein, une poche de café. Goûtez à ça, ça a l'air que c'est crissement bon. Moi je suis pas tant un gros buveur de café, mais quand je l'ai goûté, j'ai fait tabarnak, c'est donc bien bon ça, câlisse. Écoutez, utilisez le code promo JER20 et recevez 20% de rabais sur la poche de café. Fait que ça étant dit, si juste avant je laisse écouter le podcast, si vous voulez m'encourager, bien important, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Ça vous permet d'écouter le podcast d'avance, hein? Pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Tous les podcasts, ceux qui sont disponibles, vous pouvez les écouter. C'est pas cher, c'est 3-4 piastres. Pour vous autres, ça fait pas grand chose. Pour moi, ça fait toute la différence. Fait que un gros merci à mes membres. Ou sinon, vous pouvez toujours, pour m'encourager, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, laissez un petit thumbs up, hein, écrivez un petit commentaire positif dans les commentaires, puis ça va beaucoup m'aider avec les algorithmes. Ou sinon, cette semaine, vous pouvez toujours me voir. C'est la dernière chance de pouvoir voir mon spectacle maturisé qui va être à Gatineau le 8 novembre. Les billets sont disponibles au jeralain.com. C'est vraiment la dernière de la tournée. Fait que si vous voulez me voir, manquez-moi pas, je vais être là. Ou sinon, ben un gros merci tout le monde de m'écouter. C'est crissement apprécié. On se revoit la semaine prochaine. Ciao! Yes, ben what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, content de le recevoir. Il m'a proposé son invitation au podcast, qu'est-ce que j'ai accepté avec plaisir. Stéphane Yell du groupe ancien Yellow Molo, ça va bien? Oui, ça va très bien, et toi? Yes sir, yes Merci, sir. Jer, d'avoir accepté. Ben ça fait plaisir mon gars. Là, je sais pas comment commencer ce podcast-là. J'aimerais pas ça être à ta place. Parce que en 2022, t'as fait une sortie quand même fracassante là, qui a fait beaucoup parler, comme quoi que le groupe Yellow Molo était terminé. Ouais. Puis c'est ça, c'était terminé. Puis tu t'accusais beaucoup les radios commerciales traditionnelles. Puis là, tu m'as envoyé aussi comme une lettre comme quoi qu'il y avait un petit peu plus de nuances que tout ce que tu avais dit dans cette sortie Facebook-là. Est-ce que je me trompe? Ben, c'est sûr que moi, ma sortie, c'était plus que j'étais... si quelqu'un la relit, elle est encore en ligne, hein, je l'ai pas enlevée. Je disais que j'étais démotivé et que j'accrochais ma guitare au lieu d'accrocher mes patins.
Et je me rappelle que c'était au réveil. J'ai pris mon téléphone, c'est mon réveil matin comme bien du monde. Puis là, quand j'ai eu le courriel comme quoi que la toune était refusée, la 5, 6, 7, 8e toune. Que tu avais proposé aux radios. Ouais, tu sais, échelonné depuis 2009. Là, on est en 22. Donc, plus de 10 ans. Ça me tente plus, là, tu sais. À ce moment-là, c'était clair que j'arrêtais tout. Même que, tu sais, j'en ai parlé avec ma famille, ma femme, là, est arrivée un peu plus tard. Elle voyait bien que j'étais pas dans mon assiette, mais j'étais plus démotivé, triste aussi. Et elle m'a pris dans ses bras, puis là, moi je broyais, puis je me dis, bon, je fais plus de musique. J'aime enseigner les maths, je suis un passionné, mais j'avais plus le goût, parce que puis là, mais ça ressemble un peu à un post-mortem, là, tu sais, les femmes enceintes, là, des fois, quand ils viennent d'avoir l'enfant, il y a quelque chose qui se passe après. Moi, je venais de sortir l'album, et j'avais mis du temps, de l'énergie, mon band aussi, tu sais, parce que je travaille avec du monde, puis moi, je suis un peu l'ambassadeur, celui qui... Le porte-parole. Ouais, fait que là, tu sais, j'arrive avec le flambeau, puis je veux me battre pour le band, tu sais, ça a toujours été ça, depuis 93 que je fais ça. Fait que... là, à ce moment-là, j'étais tanné. T'sais. Puis je me rappelle que juste avant, 2017 aussi, on avait sorti un album. Puis je me rappelle que les mêmes radios, pour ne pas les nommer, là, Énergie et C'est quoi, à Montréal, qui sont très commerciales, voulaient pas jouer les tunes. Et quelqu'un m'avait mis la puce à l'orteil. C'était le directeur de programmation d'une des deux radios qui me dit « Écoute Stéphane, je peux jouer Gros Zéro, Sabrina, là, mais je peux pas jouer tes nouvelles. » Et ça m'a sonné une cloche parce que en 2009, quelqu'un m'avait dit « Stéphane, il est venu me voir à l'album Emmène-moi quelque part. On venait de faire une belle conférence de presse avec Disque Tox. On était au Francophonie. Et là, j'arrive après la conférence, je marche, je suis devant la place des Arts, je vais prendre le métro, il me croise. Je pense pas que c'était un addon, puis j'avais une conférence de presse à quelques pas de là. J'ai l'impression qu'il m'attendait pour me dire ça. « Hey, Stéphane, ça va? Ouais. » Je vais l'appeler Monsieur X. Puis il me dit « Je voulais m'excuser. » Pourquoi? Parce que quand on a arrêté de travailler ensemble, je t'en voulais. Parce que moi, j'avais fait 3 albums. Puis j'ai dit, je m'en vais avec un autre gérant. Puis je t'en voulais tellement que j'ai appelé les grosses radios, tous mes contacts, et j'ai dit, vous jouez juste les tunes qu'on a faites ensemble, Gros Zéro, Sabrina, mais vous jouez plus le reste. Fait que quand en 2017, le gars m'a sorti ça, je dis, mais voyons donc, ils sont encore là-dedans, tu sais. Moi, en 2009... Le gars, tu parles de gars de la radio, que tu avais essayé de sortir ton nouvel album, là, en 2017. C'est ça. En 2017, le gars de la radio, il me dit, le directeur de programmation, je peux passer plus souvent Gros Zéro, Sabrina, si tu veux, mais je te jouerai pas tes nouvelles. Fait que je dis, ça ressemble étrangement à ce que Monsieur X me disait en 2009, sa job de bras, puis qu'il m'avait barré partout. À ce moment-là, en 2009, j'en avais parlé dans une entrevue, vite, parce que à froid, le lendemain, j'étais en train de promouvoir mon album, fait que je voyais plein de gens pour le promouvoir, puis ça, on avait parlé, puis j'avais reçu une lettre de diffamation, comme quoi qu'il allait me poursuivre si je parlais encore de ça. Parce que lui, il me l'a dit, mais il me l'a dit off the record pour pas que j'en parle, tu sais. Fait que je suis comme resté avec ça, puis je me suis dit, too bad, j'ai pas de témoin, tu sais. Avant 2022... quand j'ai réessayé, je recroise un artiste qui me dit exactement pour la job de bras, là, parce que des fois, il y en a qui vont dire peut-être que tu as dit ça juste pour t'écœurer. T'sais. Puis il me dit non, c'est vrai, Stéphane, tout le monde dans le milieu connaît premièrement comment cette personne-là a réussi à essuyer une dette de 700 000 avec vos subventions et vos ventes de disques. Ça, c'est Monsieur X. Monsieur X. Ouais. Genre, ouais. Il dit, on le sait tout. Puis on sait tout que quand tu as voulu changer de gérant, à ce moment-là, lui, il était bien fâché. Puis il disait, il est même pas, il jouera plus. Puis cette personne-là a quand même ce pouvoir-là. Et là, je lui ai dit, on pourrait-tu en parler pour que les gens le sachent? Parce que souvent, les gens disent, toi, t'as juste Gros Zéro puis Sabrina, tu sais. Oui, mais en quelque part, les autres n'ont pas passé le test d'essayer de jouer pour voir si les gens les aiment. C'était barré. Et le pire, c'est que je me plains pas de ça. Hein. Ta question au début, c'était
dans l'intro, tu disais que je m'étais plaint beaucoup et que... J'ai juste dit que je voulais arrêter, que j'étais tanné de me battre, mais tu sais, j'attaquais pas les radios, parce que ça aussi, ça disait, bon, Yellow Molo sont fâchés après les radios. C'était 2 radios, ceux que je sais qui... Justement, avec des discussions, quand j'ai vu que ça coïncidait, je dis, bon, ma conviction est faite. J'accuse pas que c'est vrai, ces radios-là, mais tout ce que Monsieur X me dit, puis ce que les autres me disent, c'est assez pour que je comprenne que probablement, selon moi, et il s'est passé de quoi qu'ils ont accepté de dire, bon, ben, l'artiste n'a pas été fait avec toi, ben on le jouera plus, puis c'est pas correct, c'est toi qui l'as mis au monde, parce que c'est souvent ça, là, tu sais. Le gars qui est en haut, il y a un concept de gérant qui met l'artiste au monde, puis si ça avait pas été toi, ça aurait été un autre, parce qu'il y a un principe de subvention, puis de gratte-moi le dos, je te gratte le tien, on va faire jouer tes tunes. Puis quand l'artiste signe, il cède une partie de ses droits en édition. Nous, à l'époque, quand j'ai commencé en 99, on donnait la moitié des éditions souvent. Ce qui était déjà un peu bizarre, c'est une partie de nos droits d'auteur. Aujourd'hui, tu demandes à n'importe quelle personne qui fait des hits à radio, ils donnent 100% de leur édition, ce qui veut dire que leur partie à droit d'auteur, ils donnent la moitié. Ils devraient pas tout donner, mais s'ils donnent pas, ils vont prendre un autre artiste. Et le point que je soulevais le 22, c'était que ça ne tentait plus d'être dans cet esprit-là, que si... un peu ce que... Comment il s'appelle? Jerry Boulet chantait dans Je chante comme un coyote. C'est quand il disait qu'il était tanné de hurler à la lune, puis la lune c'était un disque en or. L'industrie, fallait qu'ils se taisent puis qu'ils disent pas tous les rouages. Il en parle de ça. Les Beatles, quand ils disent à la fin d'Abbey Road, You never give me your money, you only give me your funny paper. Ça a toujours été la patente d'exploiter jusqu'à la fin l'artiste, et puis que l'artiste est mis en avant comme un produit, on le promouvoit, c'est sûr qu'il y a une énergie, on voit à la caméra les gens qui les aiment, il y a un engouement, mais souvent, il y a 95% de l'argent qui était destiné à l'artiste qui est détourné vers les gens de l'industrie, tu sais, qui font entre eux des deals. Et ça, moi, j'étais tanné, j'ai décidé d'aller vers... j'ai décidé de faire de la musique juste pour le côté thérapeutique de la chose. Tu sais, c'est à partir de quand? Parce que là, ça, t'as dit beaucoup d'affaires en ce moment, puis c'est bien correct parce que c'est pour ça que t'es là. Mais tu sais, si on en revient maintenant à la genèse un peu du band, dans le fond, c'est que t'avais signé avec ce Monsieur X-là ou cette compagnie-là. C'était, tu signes pour 3 albums. C'est le même que ça fonctionne? Parce que c'est ça que t'expliquais un peu dans ta lettre. Oui. Puis, cette personne-là, tout le monde disait, tu vas voir dans l'industrie, même si c'est ton meilleur chum qui t'amène à toutes ces parties, au restaurant puis tout, après 3 albums, il te jette. Ça a toujours été. Succès ou non, là. Succès ou non, c'est ça. Parce que si t'es gros, on va nommer les gros noms là, qui jouent à la radio. Si t'es gros, habituellement, à l'époque, là, on avait peut-être 1, 2 ou 3 piastres par album vendu. Puis les albums pouvaient se vendre entre 15 et 20 piastres. Ben, quand t'avais fini ton 3e album, il avait tellement mis le paquet sur la promo que c'était pas payant pour lui de garder. Même s'il disait, mais gars, je vais rester avec toi, je prendrai pas tant que ça. Non, tu vas vouloir 4 piastres par album, puis ça m'intéresse pas. Puis j'aurai peut-être plus de subvention non plus. Fait que souvent, moi, le point que j'aime sortir quand j'ai la chance d'en parler, c'est pour les prochains artistes, parce que moi, j'ai décidé d'arrêter, sauf faire des spectacles de temps en temps, mais on fera plus d'albums, là. Yellow Molo, on a arrêté pour vrai, mais quand quand j'ai eu 1 an, là, en 22 jusqu'à 23, on a eu des téléphones, voulez-vous venir faire tel show, à un moment donné, il y a quelque chose qui est remonté, j'ai dit, je pense que je peux pas arrêter de faire de la musique, mais faire des albums puis essayer de pousser pour les jouer à la radio, j'ai vu que ça donnait rien. Et j'étais amer aussi parce que quand moi je l'ai su en 2009, ça faisait peut-être 7-8 ans là, que je pataugeais sans savoir que j'étais barré. J'aurais aimé au moins le savoir parce que j'aurais pris un autre chemin, tu sais. Puis après ces années-là, oui, ça a été ça a été plus vers Internet, mais il faut pas se cacher que tout se passe sur Internet, mais je veux dire, ils donneraient pas des 500 à 700 000 par année à des animateurs radio si ça s'était plus écouté. Je veux dire, les gens dans la voiture écoutent encore la radio. Oui, c'est ça. Ils font semblant que là, oui, mais c'est plus ça. Ben, c'est quand même ça, là. Mais c'est plus qu'est-ce que c'était, par exemple. C'est plus qu'est-ce que c'était. Ouais. Mais je pense que
Si tu joues à radio, ben, tu vas être plus dans le MWAR qu'elle appelle, middle of the road, là. Tu vas jouer chez le dentiste, à la pharmacie, puis dans les voitures, parce que les gens, souvent, ça donne quoi d'écouter une émission préenregistrée sur Internet? C'est toi, ce que tu veux savoir, c'est si encore, si le trafic est sur tel boulevard ou tel boulevard, tu as besoin de quelque chose de live, et c'est souvent là. Il y en a qui vont dire, il y a des radios sur Internet. Oui, mais c'est les mêmes, là, tu sais. Ouais. Je veux dire... Mais si on en revient avec, justement, parce que t'as dit de quoi dans ta lettre qui m'a quand même marqué, si tu parles, ou je pense que c'est quelqu'un qui parlait, en tout cas, le terme esclavage musical. Ouais. C'est comme t'es esclave musicalement d'un producteur. En fait, les avocats dans le métier, ils disent que les musiciens, c'est l'esclavage moderne. Tu sais, ils trouvent que souvent les contrats, parce qu'il faut comprendre que c'est les contrats, là, Ouais. C'est plus proche de l'esclavagisme. Et là, je sais que c'est choquant comme terme, là, mais c'est quand même une métaphore. Là. Mais je comprends ce terme-là parce que quand le jeune entre 15 et 25 ans là, veut faire connaître, veut percer, c'est un peu comme les acteurs et tout, ils sont prêts à faire des sacrifices, ils sont prêts à travailler pour presque rien, et ils vont utiliser ça. Puis quand à un moment donné, t'as une notoriété, c'est pas comme... Moi, je suis prof, là, puis comme prof, hein, quand t'as fait 5 ans, à un moment donné, tu changes de braquette, t'as des avantages, puis t'as un syndicat qui travaille avec toi. On l'a vu cette année, les professeurs, ils ont négocié. Il y a une notoriété, Ouais, puis t'as de l'ancienneté, tu sais, à un moment donné, tu vas choisir avant un jeune prof quel groupe tu veux ou quel... Tu sais, il y a comme une reconnaissance de tout ce que t'as donné. Mais les artistes, là, pensez là, au modèle qu'on voit pour la Voix, Star Academy, tout ça. C'est des gens qui ont souvent eu des contrats entre 5 et 10 ans à de bas prix. Puis à un moment donné, quand ce contrat-là arrive à terme, on en entend plus parler parce qu'ils sont pas souvent des bons entrepreneurs ou parce que justement, les gens vont dire, nous, ce qui nous intéresse, et le mot esclavagisme vient un peu se battre contre le mot émergence. On se donne une notoriété quand on est gérant, quand on est dans l'industrie, quand on est celui qui organise, mettons, la disque et tout ça. Toutes les personnes qui sont là-dedans vont parler d'émergence pour montrer qu'ils sont nobles, ils ont une noble cause, c'est d'aider les jeunes qui veulent percer. Mais moi, je vois quelque chose là-dedans qui cache que on veut pas, puis là, je parle pas d'Yellow, là, où nous autres, on arrête, là, fait que j'ai rien à tirer de ça, mais c'est des gens comme Plume, name it, là, qui ont du talent de même, là, tu sais, qui sont tu demandes à n'importe quel autre musicien qui vont triper, comment ça se fait qu'ils jouent plus? Ben, c'est ça, c'est que si tu veux le déplacer, c'est tel prix, on veut pas payer ce prix-là. Et là, l'espèce de hiérarchie ou de reconnaissance qu'on va avoir chez les gens plus âgés ou plus expérimentés, elle fonctionne pas. C'est ça. Et tu vas entendre, tu vas lire souvent, les gens vont dire, ben qu'est-ce qu'il y a encore à se plaindre de cet artiste-là? Pourtant, si tu passes en voiture devant des gens qui font du piquetage, qui sont en train de se battre pour leurs conditions de travail, on va klaxonner, dire go, go, go. Tu vas entendre un musicien qui va juste dire ben, ça serait correct qu'on soit capable de payer notre loyer quand on fait des shows. On va dire, qu'est-ce qu'ils ont à se plaindre d'eux autres? On leur a dit, jeunes, que c'est dans l'art. Tu peux pas gagner ta vie avec ça. C'est juste pour le fun. Mais il y a des gens qui sont vraiment faits pour faire de la musique. Moi, j'ai décidé de faire les deux de front. Ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai fait depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, je faisais mon ben et à temps plein, j'étais prof de maths. Mais si j'avais pas eu les deux, je pense ma drop de 2022 aurait été plus dure que ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Genre, c'est quoi, le monde ils ont pas de respect pour les artistes? C'est quoi, parce que je catch pas... Ben, ça va avec la question sur l'esclavagisme de l'industrie. Je pense pas que... Ouais. Je pense que... en tout cas, mon monsieur X voyait les artistes comme une façon de faire de l'argent. OK, tu parles pas du public, là, tu parles... Exact, non. OK, non. C'est ça, je pense que c'est là que tu m'avais perdu un petit peu. Non, mais je vais parler, mettons... Des producteurs, là. Ouais, ou des fois, il y en a du public qui vont écrire « C'est quoi ton problème de te plaindre? » Mais si tu regardes un peu, tu vas aller voir son profil, il est dans l'industrie. Parce que les gens du public, moi, ceux que je rencontre, dès qu'ils me demandent...
des questions là-dessus. Ils comprennent bien que moi, j'étais juste tanné qu'il fasse jouer Sabrina pour Gros Zéro, là, arrêtez de la jouer. Puis moi, j'étais conscient que, comme éditeur, j'avais le droit de leur dire de plus la jouer. Donc, j'étais pas là pour faire de l'argent. Là. Fait que si on en revient à ça, c'est que tu dis que les producteurs n'ont pas un respect des de toute façon, j'irai jamais dans la généralisation abusive. Ouais. Si tu vois un groupe comme les Cowboys Fringants qui a joué, ils les ont jamais laissé tomber. Ils ont clairement travaillé qu'une bonne équipe. Mais il y en a beaucoup, ceux qui avaient le modus operandi de dire on fait 3 albums puis après ça on les jette. Ça, je pense pas que c'était une façon de... Tu peux pas dire à un artiste tout le temps le prendre comme ça, « Hey, on t'aime bien tout ça », puis le dernier album, il est fait, puis... tu sais, moi, je l'ai vécu, là, de me faire appeler puis par une secrétaire, puis de dire, en passant, nous autres, on travaille plus avec des musiciens, le boss fait dire que on travaillera plus, tu sais. On travaille juste avec des humoristes. Ben voyons donc, ça fait 7-8 ans qu'on se parle tout le temps. Il fait dire ça par la secrétaire, c'est spécial. Il aurait pu m'appeler lui-même pour me le dire. Donc, il y en a vraiment que c'est de même. Puis, je pense que ça a été comme ça pour bien des... Pour bien des gens de l'industrie. D'ailleurs, les chansons qui jouent... qui deviennent des classiques, souvent, sont reliées à des maisons d'édition qui vivent que de ça. Tu sais, quand... vivent de classiques comme ma tante, toi, avec le Gros Zéro, puis Petit Castor, tout ça. Fait que moi, ce que je voulais quand j'ai enlevé ces tunes-là, je savais qu'il y avait des gens qui retiraient peut-être 15-20$ à chaque fois que ça joue. Moi aussi. J'ai dit, moi, je retire la tune, je veux plus faire ce 15-20$ par tune, parce que je sais que lui, il le fait, puis c'est pas pour les bonnes raisons. Ouais. Puis ma tune, elle joue pas parce qu'elle est bonne, elle joue parce que ce monsieur-là a du pouvoir pour la faire jouer. C'est que ça fait chier, ça, man. Je comprends tellement ton point, mais en même temps, c'est que c'est plate pour, tu sais, ceux qui l'aiment, là, tu sais, comme moi, j'ai allé réécouter tes vieilles tunes tout à l'heure, puis j'étais comme, hey, c'est bon, tabarnak du ska, puis... Oui, mais en même temps, tu sais, j'ai demandé qu'on arrête un mode de diffusion. Je veux dire, tout le monde est sur Spotify à cette heure, fait que c'est... Oui, non, mais c'est rien contre toi, là, mais tu comprends que je veux dire que c'est comme si on privait un peu les Québécois de ça, mais je comprends tellement ton point. Ils peuvent la trouver facilement, tu sais. Ouais. Mais non, mais moi, c'était... Puis de toute façon, il y en a même qui m'ont dit, tu veux jouer à radio, mais tu l'enlèves. N'est-ce pas le principe de faire la grève? Je veux dire, tu t'enlèves ton salaire, mais pour te battre pour une cause. Moi, je pense que il serait temps... Principe, là. Hein? Oui. Ouais, c'est le principe. C'est le principe, je veux dire, au-delà de l'argent. Je sais qu'un gars que j'haïs qui m'a crossé tabarnak, qui va faire de l'argent sur mon dos. Ouais, puis comprendre, est-ce que je voudrais plus qu'il se fasse une calice de scène? C'est sûr. Puis en plus, la personne qui m'a dit, c'est vrai, Stéphane, m'a appris que quand on a embarqué notre premier... l'album, je sais plus c'est lequel, le gars, il a réussi à payer une dette de 700 000. Hey, on a fait 20 000 $, je pense, en redevance, puis en termes de vente de disques. Comment lui, il a pu se faire 700 000 si on s'est fait 20 000? Il y a clairement quelque chose qui marche pas. Il y a un enfant, tu parlais aussi que il y avait pas une chicane, là, mais où ce qui a commencé à avoir un malaise à propos des subventions. Oui, c'est ça. Parce que quand une personne travaille avec des artistes, souvent c'est une écurie, il va y avoir plusieurs poulains. Ouais, c'est ça. Plusieurs artistes. Fait que là, toi, tu dis, hey Stéphane, on croit en toi, tout ça, on fait des demandes de subventions. Moi, d'ailleurs, j'ai jamais touché de subventions. Les subventions sont acceptées quand elles sont demandées par certaines personnes. Nous autres, on a déjà essayé après, quand on était juste nous, Yellow Molo. C'était toujours non, là, tu sais. Mais c'est drôle, ça rentrait quand c'était pas nous qui les demandions, mais ils étaient demandés en notre nom. Et là, ils reçoivent des centaines de milliers de dollars pour promouvoir l'album. Puis, veut pas, ça joue beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens impliqués là-dedans. Là. T'as des gens qui veulent que ça joue pour reprendre leur propre argent. T'sais, ils ont investi, mettons, 300 000, ils espèrent de vendre au moins pour récupérer 300 000. Fait que toi, t'es même pas dans l'équation comme artiste. On va se repayer, puis on se reparlera après. T'sais. Ça, c'est le principe de base. Mais là, en plus, c'est que tu vois l'argent rentrer, puis tu vois un autre artiste dans l'écurie qui, tout d'un coup, a plein de promotions, des affiches partout dans les métros, Là, à un moment donné, j'ai dit, je vais lui demander devant mes musiciens, ça se peut-tu qu'un tel artiste, t'es en train de tout prendre l'argent on a su qu'il y avait une subvention pour nous autres.
Il m'a pas dit non. Il m'a dit, oui, mais Stéphane, ça marche de même, là, dans l'industrie, là. Je veux dire, puis un jour, je vais avoir une subvention pour un autre artiste, puis je vais en mettre sur toi. Moi, je suis en train de me dire, mais non, mais c'est pas ça, t'as signé, là. On les voyait, les papiers. Ça disait qu'ils étaient exclusivement supposés de mettre ça sur notre produit, tu sais. Fait que, déjà là, moi, je voulais me tasser, tu sais. Ouais, c'est de la fraude, là. Ben oui. Fait que, quand je me suis tassé, mais la personne l'a pas prise parce que, ça, c'est spécial parce que... Fait que c'est là l'origine du conflit. Oui, parce que moi, quand j'ai vu qu'il jetait tout le monde après 3 albums, je suis allé le voir, j'ai dit, ben, c'est fini. Puis lui, il a dit, mais non, on a 2 albums. Ben, t'as sorti tel album, il est aussi valide que les autres. Il dit, ben non, ça, c'est des reprises, puis des ci, des ça, c'est pas la même affaire. Puis je dis, dans notre contrat, c'est pas écrit que c'est du matériel original, c'est écrit 3 albums. Là, il m'a regardé, il était pas content. Moi, je me suis dit, ça fait combien d'artistes qu'après 3 albums, tu jettes de même sans avoir aucun frisson, aucun remords, tu sais. Puis moi, là, je déciderais d'aller avec quelqu'un d'autre. Pour toi, ça vaut la peine de saboter ma carrière pour ça? C'est de l'ego, ça, là, parce qu'en business, je veux dire, c'était bien correct ce que je faisais, là. Puis je voulais juste pas qu'il m'utilise à outrance. J'étais là, il était en train de prendre ma jeunesse, le moment où j'ai du jus pour faire des tunes. Ton prime, là. Puis après ça... kick out. Je vais juste partir un peu plus tôt parce que tout ce que tu fais, tu me dis que c'est légal. Là. Ce que je te dis, c'est légal. Puis là, c'était 1 pour 10. Là. Moi, c'était un coup pour les 10 qu'il me faisait. Fait que, c'est ça. S'il m'avait dit, ben là, je vais te barrer partout, je pense que j'aurais pris mon mal en patience parce que c'était pas facile aussi d'arriver dans un restaurant puis de voir le gars, OK, le mollo arrive, tassez-vous, on veut une table. Parce que là, lui, il voyait qu'il y avait un prime time puis nous autres, on était les petits gars de la Naudière. Je pense que quand on est allé à la disque, il avait commandé une limousine pour qu'on arrive à la disque devant le théâtre Saint-Denis. Je dis, non, ça n'a pas d'allure, là. On n'est pas de même, là. Moi, il y a 7 ans, je faisais le festival du poêle à bois, là. Je suis pas un gars de limousine, là. Ça marche pas, tu sais. Fait qu'on a envoyé juste le bassiste. On l'a envoyé dans la limousine avec des lunettes fumées, puis c'était le gars le plus gêné sur la planète. Fait que quand il a ouvert les portes, puis avec les caméras, puis les Kodak, et ils ont fait, c'est qui ça, tu sais, puis il était là, il faisait comme des saluts de la reine d'Angleterre, mais c'est ça. Nous autres, on est arrivés par en arrière, parce qu'on croyait pas à ça, là. Mais, c'est ça, 2 philosophies qui marchaient pas ensemble. Mais tout ça pour dire que les artistes, si j'essayais de faire de quoi de plus synthétique, je te dirais que les artistes devraient pas donner la moitié de leurs droits d'auteur, premièrement, puis bien se protéger, tu sais, parce que c'est ça, c'est une industrie qui va beaucoup vers ce que je disais tantôt, là, tu sais, de dire ça, c'est un succès classique parce que c'est une bonne tune. Ouais, mais si on regarde tous les succès classiques qu'on entend 3 fois par jour, puis pourtant cette tune-là, on l'écoute plus, là, c'est une tune de là 25, 30 ans. Si tu regardes les maisons d'édition, tu vas voir, ça s'en va tout vers la même place. Mais tu sais, quand tu dis que quand t'es arrivé en 2017, puis t'as eu comme le goût de composer puis de refaire des albums. Puis là, on te disait par la radio, non, c'est ça, on peut te jouer tes vieilles, mais pas tes nouvelles. Est-ce qu'en même temps, eux autres, ça fait partie du marché, genre de... Tu sais, ils vont avec ce qui est sûr et certain, tu sais... Parce que moi, je connais rien en radio, mais moi aussi, j'agirais de même. Puis il y aurait personne qui m'aurait dit « Hey, passe pas Stéphane Yell, sinon... » Ouais, je comprends très bien. Puis oui, je suis d'accord avec ça. Je veux dire, si le langage avait pas été le même que celui qui m'avait accroché en 2009, probablement que j'aurais juste compris que c'est de même. Mais c'est ça, il y avait autre chose. Et l'artiste qui est venu me dire justement en 2017, qui est venu confirmer tout ça, ben moi... c'est ça, tu sais, c'est plate parce que si je dis son nom, ce gars-là, lui, il travaille encore avec Monsieur X, fait qu'il peut pas. Je suis même allé... ce que je suis en train de te dire, c'est que j'aurais pas de problème avec ça si quelqu'un me disait « On joue pas tes nouvelles tunes parce que t'es rendu un has-been ». C'est bien correct, là. Mais c'était pas ça. C'était pas ça qui revenait à moi. D'ailleurs, celui qui travaillait avec lui au début des années 2000, qui faisait le lien radio, aujourd'hui, il est directeur de radio. Puis je suis allé dîner avec cet été-là. L'été après que j'ai sorti le statement. Puis on fait qu'en 2022,
environ, OK. Puis lui, il me dit, c'est comme, Steph, man, pourquoi tu dis ça? S'il y en a un qui joue à la radio, c'est bien toi. Je dis, ben justement. Il y en a d'autres qui sont victimes de ça puis qui ils peuvent pas le dire. Moi, j'ai décidé de renoncer à une rentrée d'argent pour le nommer parce que, j'étais épuisé de faire. Je venais de faire un autre album qui allait pas être écouté. C'est George Harrison qui disait, je vois pas l'intérêt de faire de la musique s'il n'est pas écouté. Sinon, tu joues chez vous. Ben, je suis d'accord, là, de là aller en studio puis c'est pas écouté, mais je le sais, tout le monde va dire, mais il y a Internet et tout ça, et c'est vrai. Et c'est la tangente qu'on s'est mis à apprendre. Tu sais, j'ai quand même, depuis que j'ai dit ça, là, on est rendu en 24, j'ai fait du chemin. Moi, il y a du recul, là. Ben oui, puis ce qui était un peu fâchant aussi, on se faisait dire, ben là, la radio, il n'y a pas rien que ça, vous faites rien. Ben c'était pas vrai, je veux dire. On avait une page web, on était sur 150... dans 150 pays sur les plateformes. On était avec Believe, c'est toutes les plateformes. Là, tu pouvais nous trouver partout. Mais c'est tellement qu'il n'y avait pas d'exposure ici, mettons, autre que ça. Ben, les gens ne savaient même pas qu'ils pouvaient nous trouver sur le net. En même temps, c'est difficile pour un Québécois de percer à l'international. Ça va beau être tout partout, tabarnak, tu sais, le Québec. Oui, tout à fait. Quand c'est en québécois, tu sais, même les Français, des fois, ils en veulent pas, là. Fait que, tu sais. Non, mais tu sais, c'est comme quand François Lambert disait, ouais, mais ils sont pas nulle part sur le net, on peut pas les trouver. C'était faux. On était sur le net, mais je veux dire, si les gens ne savent pas, ils iront pas, tu sais. Ouais, il y a des affaires que j'ai pas aimé parce que là, j'étais allé comme relire un peu qu'est-ce qui s'est dit quand t'as fait ta sortie. Ouais. Il y en avait un, c'est justement ça qui disait, j'étais allé checker, j'ai rien trouvé, ça m'a pris du temps à trouver. Puis, je sais pas s'il était de mauvaise foi, là, ou il était dans son moment, là, mais j'étais allé checker sur ton... Il connaît des gens que je visais, en tout cas. Non, mais je connais J'étais allé voir ton Instagram, puis je suis comme, hey, man, le gars, il publie depuis 2018, là, tu sais, semblable à moi, ça doit être peut-être 2017. Tu sais, peut-être que t'es pas le... Apple, on était depuis 2013. Quand même. Ben, gars, tu sais, encore plus à... Spotify. Ça va encore plus dans ce que tu dis, mais... tu sais, fait que, tu sais, je trouvais qu'il y en a qui avaient été quand même sévères pour toi. Tu sais, c'est sûr, peut-être avoir une mise à jour sur qu'est-ce qui se fait ou... hey, c'est quoi les nouvelles tendances web? Est-ce que vous avez essayé ça, mettons, de... Oui, ben c'est ça. On a eu des équipes qui se sont mis avec nous. Ouais. De te dire, genre, hey, TikTok, là, c'est... En ce moment, le monde sont là-dessus. Là, TikTok m'a dit ça a beaucoup levé après. Là. J'ai essayé comme 2-3 mois après, j'ai fait lever beaucoup les choses, mais ça a été ma fille puis mon gars qui m'ont dit comment ça marchait. Là. Je suis pas allé voir une compagnie. On dit, ils riaient de moi un peu. Là. Ben non, c'est de même. Puis là, je me suis mis à faire des niaiseries, puis c'était correct, mais plus ça avançait, je comprenais le lien entre toutes ces affaires-là. Mais il y a vraiment des gens qui étaient, j'en connais un qui était chez DEP, qui s'est tout transféré justement vers Believe, puis que lui, il étudie tous ces algorithmes-là. C'est intéressant. Sans aller étudier les algorithmes, on a compris un peu l'idée. Là. Ouais, fait qu'en tout cas, pour revenir à ça, tu sais, la critique qu'on te faisait de pas t'avoir renouvelé sur ou de suivre la tendance web, qu'est-ce que tu dis de ça? Bon, non, on était dessus, mais il y avait vraiment des portes fermées. Et moi, la journée où j'ai décidé d'arrêter, j'ai décidé que ces portes-là, je les utiliserais plus. Mais j'ai continué après ça à côté. Ce que je pensais pas faire, le matin même, je pensais vraiment tout arrêter. Parce que c'était ressenti, c'était un épuisement. T'étais dans quel état quand t'as fait cette sortie-là, en 2022? Moi, je me réveillais, puis j'étais triste. Là, je voyais des... Stéphaniel a écorché les radios, il est fâché. J'étais pas fâché, j'étais tanné, j'étais triste, j'étais démotivé. C'était une démotivation. Ça se demandait si c'était pas un genre de dépression, tu sais. Mais, tu sais, moi, je suis Asperger, j'avais clairement un shutdown. Puis, c'est ça, tu sais, mener 2 carrières de front pendant 20 ans, c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, l'été, c'était pour la musique. Puis le reste du temps, c'était pour être prof. Tu sais, les vendredis, quand les profs sont épuisés, ils ont hâte d'arriver à la maison. Là, moi, je m'en allais faire un show. Là. Je me plains pas, mais je dis juste que peut-être qu'à un moment donné, ça a été dur sur un épuisement, je pense, peut-être moral. Professionnel? Professionnel, oui. Puis, tu sais, il faut savoir aussi qu'en 2009, quand j'ai essayé que tout marche, c'était pas si pire. C'est là qu'on avait fait la chanson Voyage, mais il y avait rien d'ouvert, tu sais. Puis ma fille a eu un cancer en 2010. Fait que ça, moi, j'ai eu un gros crash. Parce que l'anxiété que j'avais déjà sans m'en rendre compte,
j'étais quelqu'un qui voulait performer. L'anxiété a toujours été bénéfique pour moi. Mettons, si on parle de 90 à 2000. Même jusqu'à 2010. Et là, quand ma fille, à 3 ans, déclare le cancer, là, puis je me plains pas, mais je veux dire, j'avais peur chaque seconde. À un moment donné, ils sont venus me voir, ils ont dit, là, elle a un virus, puis ce virus-là, il est pas connu nulle part. Si on la laisse sortir, c'est la pandémie. Fait que là, on attend Santé Canada qui nous donne la permission de donner l'antivirus qu'on donne pas souvent, surtout à des personnes âgées qu'on donne. Quand ils m'ont dit ça, ça a été la nuit la plus longue de ma vie. Puis là, le matin, ils ont dit, c'est bon, ils donnent l'antivirus. Mais toute la nuit, je me disais, ça leur donne quoi d'y donner? Je me disais, ça serait bien moins de trouble pour Santé Canada qu'elle soit pas là. C'est un problème potentiel, tu sais. Ah, fait que t'avais peur. Je me suis mis à paranoïer. Puis ça a été correct qu'ils ont donné, puis elle passait au travers, mais elle était rendue aux soins intensifs, puis elle parlait plus. Tu sais, à 3 ans, quand tu parles plus, les papa, maman, ils capotaient en tabarnouche, là. Là, j'ai eu un long... C'est là qu'on a été sur Believe, parce que je venais d'écrire une berceuse pour Nora. Parce que j'avais peur de la perdre, fallait que je fasse de quoi. On a fait un show, on a ramassé 10 000 $ qu'on a été remettre à la fondation Charles Bruno. Tu sais, j'essayais de faire de quoi, là. J'étais une poule pas de tête. Et quand j'ai fait la chanson qui était la berceuse pour Nora, je l'ai mis en ligne, puis j'ai tout mis tout ce qu'ils vendaient, ça allait 100% pour la fondation, tu sais. Fait que c'est là que ça m'a comme poussé à mettre ça en ligne. Je sais pas si je l'aurais fait sinon. Dans le sens où j'aurais peut-être continué à faire juste de la musique par plaisir, là, mais il y a quelque chose qui s'est rebrassé, puis quand quand après ça, on a vu que tout était beau, 1 an plus tard, ça était en rémission. On dirait que après ça, j'avais une espèce d'énergie positive. Là, je me suis mis à écrire, mais pas tout de suite. Ça a été en 2017. Ça a été comme un regain, là. Ouais, progressif. Parce que là, j'ai eu mes diagnostics de TDAH puis d'Asperger. Ah, fait que tout ça, c'est quasiment arrivé dans l'espace de 3 ans. Ouais. Ouais, t'es triste ta fille qui a le cancer, toi qui t'as le diagnostic d'Asperger. Ouais, puis là, je me suis mis à lire là-dessus puis à essayer de comprendre la bébite que j'étais. Comment que t'as su que t'étais Asperger? C'est quand j'ai vu Louis T à Tout le monde en parle. Ouais. Quand il a décrit que lui, là, il jouait au Monopoly puis qu'il fallait suivre les règlements, sinon il était en bip, là. Si, c'est moi, ça. Puis là, il décrivait tout ce qu'il décrivait. Tu sais, comme tantôt, tu m'as donné la main au début. Je disais, mais j'ai main moite, moi, c'est mon anxiété, tu sais. Puis il parlait de ça, il voulait pas donner la main aux gens parce que... Excuse. Non, mais c'est moi qui s'excuse parce que, tu sais, je voulais pas te mouiller à la main. Mais c'est ça, c'est des affaires des fois qu'on parle pas entre les gens, mais c'est comme moi, je suis capable de donner un spectacle, je suis capable de donner un cours en classe, mais one-on-one, je suis très maladroit. Tu as dû remarquer, je parle vite. Je vais un petit peu parler de tout en même temps. J'ai une pensée qui est pas séquentielle. On dirait tu te débrouilles bien en ce moment. Là. Tu te débrouilles bien, inquiète-toi pas. J'essaye, mais tu sais, des fois, c'est ça. C'est surtout en situation où je veux pas faire d'erreur. Ben là, tu sais, le personnage peut être plus dur à saisir, mais je suis pas quelqu'un de compliqué, là, tu sais. Mais je suis capable de voir ce que j'ai analysé de l'industrie depuis que je suis là-dedans, je suis capable d'en parler et j'ai pas peur du jugement. Ça m'a aidé, là, quand j'ai su que j'étais Asperger. Avant, j'avais beaucoup peur du jugement. Si on écoute mon premier album, je parle de la fable à la recherche d'une morale, puis je dis que le regard des autres est trop lourd. J'ai gardé ça longtemps. C'est juste quelqu'un qui te regarde de penser tout de suite que t'as fait de quoi de pas correct. Puis plus ça avançait, à un moment donné, je parlais avec ma psychologue, puis elle me disait, mais si la personne juge que t'es ça ou ça, tu sais, comme les critiques qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, est-ce que ça fait de toi ça? Mettons, t'es un has-been, t'es un con, ou... Je dis non. Mais pourquoi tu t'en fais? J'ai appris à arrêter de m'en faire, de dire que... Arrêter de leur donner de l'importance. Oui, exact. Hey, c'était dur avant, quand quelqu'un m'insultait, là, je répondais, je disais, ben non, c'est un sophisme. Ouais. Mais là, c'est plus comme, t'essayes de me troller, bye. Ouais, mais je trouvais qu'il y avait des gens qui étaient bons pour faire ça, j'étais incapable. Puis là, moi, il a fallu que je rationalise ça. C'était comme une formule mathématique. Comment répondre à quelqu'un qui veut te faire du mal ou qui te veut du mal? Je savais pas comment le faire d'une façon mathématique. Là, je le sais. Tu sais, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais on n'est pas obligé d'être d'accord, mais
sais, je vais te tasser de ma vie, c'est beau. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Avant, moi, j'aurais dit, ben non, puis toi, t'es pas mieux. Tu sais, un peu comme un enfant dans une cour d'école au primaire, tu sais. Parce que je savais pas. Sans t'en rendre compte, genre. Ben ouais, puis j'ai des forces, mais j'ai des faiblesses, tu sais. Fait que comme quand je fais mes maths, j'ai clairement de bonnes forces. Quand je décortique des chansons, des arrangements, je suis clairement quelqu'un de compétent, tu sais, puis je pourrais avoir l'air prétentieux, mais là, c'est pas de la prétention. Je connais mes forces puis mes faiblesses, tu sais. Fait que je le vois parce que ça a pris du temps, mais quand j'ai côtoyé des musiciens, ils me le disaient. Tu sais, des musiciens que j'admirais me disaient, mais j'en reviens pas que tu puisses en aussi peu de temps, tu sais, créer cet arrangement-là, puis ils voyaient quand on travaillait, ça va vite dans ta tête. Ouais, c'est ça, c'est pas en mots, c'est en... Ouais. C'est comme des... Il y a beaucoup de choses en même temps qui s'enchevêtrent, puis c'est ça. Fait que mon esprit d'analyse, qui est très fort, je l'ai eu dans l'industrie, et j'ai vu le pattern qui était facile, et j'aime ça en parler, parce que les autres, dès que tu le nommes, tu reçois des bêtises, puis tu regardes, c'est souvent des gens qui sont dans cette industrie-là, qui veulent pas qu'on le dise, mais il y a beaucoup de gens qui se graissent la patte sur le dos des artistes. Ça, je peux le dire. Et sans faire de généralisation abusive, je pense que il y en a beaucoup. Ouais. Puis j'aime ça quand on donne à César ce qui est à César. Puis quand un artiste a fait une belle chanson, ben laissons-le vivre son bonheur et avoir son dû, tu sais. Pensons juste à Maurice Richard, là, qui travaillait de jour puis qui jouait au hockey. T'sais. Ça a été long avant que des gens viennent se mettre le nez là-dedans pour dire « Hey, écoute, ça fait de l'argent en haut, puis toi, t'as de la misère à faire ta semaine. » C'était une injustice. Ouais. Si quelqu'un le Ils ont nommait... fait tellement d'argent sur le dos Oui, des joueurs à puis le ces joueur qui époques-là. nommait ça, il se faisait dire qu'il se plaignait. Là. Ouais, moi, c'est pour ça que j'ai un chandail de Maurice Richard, justement. Même si j'écoute... ça m'a pris du temps avant d'embarquer dans le hockey, là, mais tabarnak, le symbole qui est Maurice Richard, là, c'est même bien plus que... Il y en a eu des insultes. S'il y avait eu des réseaux sociaux dans ce temps-là, là, il se faisait varloper autant qu'aujourd'hui, il se fait encenser. C'est souvent le tort. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est quand je suis content de pouvoir parler avec toi pour dire une chose. C'est que lorsque j'ai parlé un peu de comment je voyais ce qui était arrivé, puis moi, ben, je pouvais pas tout dire par rapport à la personne qui m'avait barré, puis que j'étais amer, j'ai décidé d'arrêter. Il y en a beaucoup qui ont dit « Arrête de se plaindre, puis c'est quoi ton problème? » Puis avec beaucoup de violence, des mots durs. Puis je me disais, c'est drôle. C'est sûrement des gens qui donnent à cause pour la cause, puis qui disent... Les hommes doivent parler, on n'est plus en 1950. Puis là, je me disais, il y a un homme qui parle, puis là, ils sont tous prêts à, comme une meute, à sauter dessus, puis ils mordent la jambe, tu sais. À le déchiqueter. Ben, tu sais, je pense que la vraie réaction, quand quelque chose comme ça est nommé, quelqu'un qui est sain d'esprit va être curieux, va poser des questions et pas insulter en premier avant de comprendre. Il y en a qui aiment mieux dire, OK, l'homme à battre. C'est plus facile, tu sais. Mais essayer de comprendre, puis de discuter, puis d'avoir une discussion intelligible, ces réseaux sociaux, je pense que c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Je pense pas que ça va rester tout le temps comme c'est là. Ouais, ben c'est pour ça que je pense qu'il faut le dénoncer, puis de la bonne façon, parce que, tu sais, moi, avant, je le dénonçais, mais on faisait un esti de lait tabarnak qui m'écrit. Ouais, tu sais, fait que, tu sais, je suis pas mieux, là. Ben, moi aussi. mais c'est ça, je pense qu'il faut apprendre, puis ben pas de l'exiger, mais de faire comme, hey, on peut arriver à ça, puis de le prêcher par l'exemple, tu sais, parce que des fois... Tu sais, moi, si j'insulte quelqu'un après ou... je suis tellement d'accord, puis je suis pas bon encore. Ouais. Tu sais, ça route, là, des fois, quelqu'un te coupe, là, puis tu te mets à dire un paquet de bêtises à mes enfants. Voyons, puis je suis là, ouais, je prêche pas par l'exemple pendant tout, là. Fait que, oui, faut mettre le pied à terre pour être civilisé. Faut essayer, puis si on se trompe puis qu'on le réussit pas, ben demain, on réessaye. On a le droit de pas être d'accord, là. C'est pas une affaire de liberté d'expression, c'est une affaire de, hey, un peu de civisme, sacrament, quand tu le dis, câlisse. Tu sais, t'as le droit de sacrer, là, c'est en tabarnak, là, mais... Ben c'est ça, parce que là, ton sac, en ce moment, je trouve qu'il n'y a aucune violence, parce que tu l'adresses pas à quelqu'un. Non, c'est ça. Si tu disais le tabarnak de le Julien, je sais pas qui, chienne de... puis tu le nommes, là, c'est comme, ben là, c'est quoi qu'on fait, là? C'est de l'intimidation. Mais, tu sais, quelqu'un qui...
Ben, c'est drôle, j'ai vu ta photo de Falardeau. Sinon, un qui était de même. Là, c'est que je l'aime. Ben oui! Tu sais, je veux dire, moi, je l'entendais sacré, puis je trouvais que c'était de la poésie. Ah ouais. Tu sais, il défendait une idée, puis il visait pas quelqu'un directement, à moins que vraiment il y avait une petite guerre de bec, là, mais c'était... Il y avait tout le temps un petit sourire en coin, en plus. Il était pas vraiment fâché. Quelqu'un lui avait demandé, t'es-tu tout le temps fâché de même? Oui, quand Paul Arcand, il demande si c'est un personnage, ou dit ton personnage fait partie de ton... De quoi tu parles? Je suis pas un personnage. Moi, on m'écrit pas des lignes qu'on lisse. Ben, en chemise, moi, j'aime pas ça porter des hosties de cravate. Mais ça fait du bien à l'âme, quelqu'un d'aussi authentique, là. Ouais. Quand t'as fait ta sortie, comment que ça a été perçu, là, tu sais, parce qu'on en parle un peu depuis tout à l'heure, tu sais, ici et là, mais comment que ça a été perçu par le monde, ça? Ben, c'est sûr que moi, j'ai reçu des bons mots, puis j'ai reçu, tu sais, dans un rapport à peu près 1 pour 5, là, tu sais, je te dirais que j'avais 5 bons mots pour un qui me varlopait, tu sais. OK. Puis mon tromboniste, lui, il était au chalet, il est revenu, il était déboîté, lui, il voulait pas tout arrêter ça. J'ai dit, ben, gars, Seb, on fera des shows pour ceux qui veulent en avoir. On fera un dernier stretch, si tu veux. Puis ça, c'était bizarre aussi, tu sais, dire on arrête un groupe quand tout le monde s'entend bien dans le groupe. Là. Ouais, d'habitude, c'est le contraire, c'est ça. Moi, je leur ai dit, hey, si vous voulez le continuer, c'est bien correct, là. C'est juste que c'est pas mal moi qui est parti du projet. J'étais chansonnier au début sur le nom d'Yalo Molo, ça vient avec mon nom de famille. Mais si vous voulez continuer, c'est correct. Je dis juste que moi, j'ai plus le goût, tu sais. Fait que. Puis tranquillement, pas vite, on fait dessus telle affaire, on pourrait faire un show, puis là, ben, il y avait beaucoup de monde, puis à un moment donné, on se fait demander pour un plus gros show, puis tu vois que tout le monde embarque, puis ouais, je me faisais répéter, ça serait le fun que vous continuiez. Ben, on va faire des shows, mais je ferai plus d'album. Fait que, puis ça m'a donné le goût de faire un album solo. Parce que je me suis un peu emprisonné dans ce style de musique de party-là. Là. Moi, j'écoutais Cabrel en secondaire 5. Là. J'ai fait « Je l'aime à mourir » sur le stage. Je pense que ma première chanson que j'ai chantée, c'était « Never Tear Us Apart » là, de INXS. C'est un gros blues smooth. Ça avait rien à voir avec le ska. Là, J'étais un fan de Beatles, de U2 puis de Led Zeppelin. T'sais, pour moi, c'était ça de la musique. Par toutes sortes d'événements, on est arrivé vers le ska. J'ai dit, hey, mais c'est le fun. Je me rappelle le flash que j'ai eu en 97, je pense, juste avant l'Empire des Futurs Stars. Je me suis dit, hey, Offenbach, il parlait en québécois, mais avec une musique quand même anglophone. Le blues, on voyait plus ça à l'époque comme. Puis eux autres, ils ont comme fait, on ouvre la digue, on amène ça aux francophones au Québec, puis on parle le vrai québécois du peuple. Ah, je veux faire ça avec le ska. Parce que le ska, c'était vu comme une musique d'anglophone aussi. Oui, il n'y en avait pas vraiment avant. Il y en avait avant? Il y avait Me Mom, mais tu sais, ils chantaient beaucoup en anglais. Ils ont fait... c'est ça, ils en ont fait un peu, mais c'était plus underground, tu sais. Puis moi, je me suis donné l'espèce d'objectif de faire des refrains un peu comme Duran Duran, là, des bons refrains hook qui peuvent être commercialisés, mais en vargeant comme un gars qui joue du punk ska, tu sais. Puis c'était la vague dans les années 90, c'était le punk ska. Fait que je me suis dit, let's go, embarque dans ce wagon-là de ska, essaye. Puis ça a été une bonne idée, mais là, moi, je suis en train de faire des tunes, là, puis ça se tourne plus vers... Ça pourrait être du fugain, comme ça pourrait être... Tu sais, je vais ailleurs, puis j'essaie de le mettre à la sauce d'aujourd'hui. Je veux pas que les consoles qu'on a aujourd'hui, ça sonne aujourd'hui. Là. Ça a-tu pris du temps avant que ça fonctionne, Yalo Molo? Parce que je pense que vous avez fait un genre de album exemple au début, mais que vous avez pas vraiment mis de l'avant. Ben, puis là, après ça, vous avez quand je me suis mis à jouer de la guitare en secondaire 4, ça a pris... Ça doit 10 ans. 10 ans de tous les fins de semaine d'un bar... comme dirait Serge Thériault dans Paul et Paul, à grand coup de poubelle. C'était pas toujours Jojo, là. Puis encore là, je me plains pas, mais... Tu sais, des fois, c'est parce que là, tu fais son sound test, puis t'as 3 personnes qui sont sous depuis 8 heures à matin qui disent « Ah, ta gueule, arrête de faire du bruit, là! » Ça, je me rappelle de ça, puis
j'ai pas haï ça parce que ça m'a développé un peu la répartie, là. Des fois, j'envoyais Tu leur promener, ouais. De dire, il y a pas de monde, mais c'est sûr, tu vois la musique que vous faites jouer ici, puis tu sais, d'être le petit jeune qui a l'air d'avoir 12 ans, parce que déjà, à 17, j'en avais l'air de 12. J'essayais, je me rappelle, le premier bar que j'ai fait, je suis allé voir un gars un dimanche, le boss, c'était chez Bobby, à Joliette. Je vais le voir. Parce que mon oncle m'a dit d'y aller, parce que je serais pas allé par moi-même. Il a dit là, let's go. Fait qu'il m'a comme poussé à être entrepreneur. Puis je lui ai dit, je veux jouer chez vous. Puis là, il a dit, Simonac, t'as l'air d'avoir 13 ans. Ben, je dis, toi, t'es le propriétaire, t'as l'air de 22. Il dit, c'est bon, je t'engage. Dimanche, j'ai un party, on essaye ça. Ça a été ma première façon de négocier. Puis toi, c'est que tu faisais des covers, des... Ouais. Tu me rappelles, même ce show-là, premier show que j'ai fait dans un bar que je trouvais quand même pas pire. J'avais joué... ça s'appelait Les Portes du matin de Richard Séguin. Okay. Frappe aux portes du matin. Je me rappelle d'être parti avec ça puis que tout le monde était d'un bout, t'as une équipe de baseball. Ah ouais? Fait que c'était que des tunes de même. C'est ça. Des tunes de party. Ouais. À la québécoise. C'était pas intellectuel, là. OK. Ouais, c'est ça. Parle-moi de cette époque-là, justement, des bars chansonniers. T'as dû en voir de toutes les couleurs. C'était commencer faire tes armes, là. Oh, et puis même, je te dirais qu'après Yellow, il y a eu des affaires. Là. Une affaire qui me vient en tête, là, on arrive à un party, ils sont dans le fin fond des bois, tu sais. J'arrive là avec ma femme, on fait un duo. Puis là, il y a comme 8 gars bien sous qui ont l'air vraiment... ça a testostérone. Puis on se dit, hey, ça pourrait être notre dernier soir, là, parce qu'ils ont pas l'air corrects, ils ont l'air croche. On joue, tout va bien, on prend une pause, ils sortent des guns, des gros guns, on sait pas c'est quoi, c'est des guns à peinture. Puis là, ils s'en vont tirer sur leur camion. C'est des camions de compagnie. Puis ils sont en train de tout bosser leur truc de compagnie. Tu sais, un peu comme dans le film Nez Rouge. Là, à un moment donné, tu vois des gars, des bikers. Tu dis... Patrick Huard, il fait comme, mon Dieu, on passera pas la nuit. Je me sentais de même. Ça, on a eu souvent. Ou t'es dans un party, on t'envoie là. T'arrives... Tu sais, c'est juste une petite cour bien normale de banlieue. Puis là, à un moment donné, je fais une joke parce que là, j'essaie d'avoir l'air cool, pimpant, mais tu sais, j'ai pas confiance en moi pendant tout. Je fais une joke sur le barbu dans le coin. Il me dit, ta gueule, c'est le chef de la gang. J'étais dans un party de Hells Angels. J'ai genre 18 ans. Mon gérant me l'avait pas dit, ça. Il m'envoie là. Là, je suis blanc comme un drap et je l'ai vu dans le journal 2 semaines après. Je te dirais que des fois, je me rendais pas compte. Une espèce de naïveté positive. Là. Je partais à droite puis à gauche. Puis des fois, je me disais... C'est la vraie vie, là. T'sais, si ça dérape, là, c'est pas un film, là. Tu te souviens-tu, maintenant, de spectacles qui a mal été, genre des spectacles épouvantables qui se finissent plus? Ah ouais, ben... C'était pour le HEC. On était dans le coin de Charlevoix. Puis les autres, ça fait 3 jours qu'ils sont sur le party. Fait que, c'est ça. Il y en a qui sont plus animales qu'humains, là, tu sais. Fait que là, on était en train de jouer, puis la toune à poigne, puis je reçois il y avait des glow sticks, là. Fait que tout le monde faisait de la lumière. J'en reçois un sur le bord de la babine, mais tu sais, il venait de loin. Je te jure que ça a pincé. Fait que là, le gars qui veut être sûr de bien convaincre le monde, là, arrêtez ça, là, on veut pas de ça, tu sais. Puis on en reçoit un autre. Puis là, je dis, ben c'est ça, pitchez-les toutes tant qu'à... Il y a 500 personnes qui sont mis à pitcher ça, les gars du Ben. Ils m'ont dit, je dis plus jamais ça, là. On est sortis de là avec des pocs, mon gars. Ah ouais, vous avez continué pareil? Ben, on s'est retourné pendant 2 minutes, le temps que tout ça arrête, là. Mais on a reçu. Moi, j'aurais dit, man, s'il y en a un qui m'en lance, je calisse mon cœur d'ici, esti. Ouais, j'ai déjà fait ce genre d'affaires-là. On a joué beaucoup aux 2 Pierrot. À un moment donné, il y en a un qui m'avait versé à la bière dessus. Ou quelqu'un du band, là. Puis j'avais dit, moi, genre, on recommence pas à jouer tant qu'il est pas dehors. Les Dorman l'ont sorti. Ça aussi, ça peut arriver, mais... Ouais, c'était comment jouer aux 2 Pierrot? Ouais, ça a été vraiment les meilleures années. À chaque fois qu'on voit du monde, les souvenirs qui ressortent, c'est ça. Les 2 Pierrot. Tu commençais le début de la soirée avec le vieux du bas du fleuve, là, mais à la fin... T'étais rendu avec Killing in the Name of, là, à 2h du matin, là. Mm-hmm. Puis les gens, ils parlent souvent des beams qu'ils pouvaient voir le soir, je veux dire, au sous-sol. Ils voyaient le beam bouger tellement tout le monde sautait en même temps, là. Cette bâtisse-là, elle a été très... comment on dit ça? Éprouvée. Fait que, ouais, ça, c'était vraiment bon. Puis, à un moment donné, on était 12 sur le stage, là. Violoniste, 4 brass. Moi, l'argent n'a jamais été important, hein, fait que
c'est ça. Ça allait... Tu sais, quand je suis arrivé là, ils m'ont dit... Tu sais, tu demandais, ça a-tu été long avant de percer? Ouais. Ben, je suis rentré aux Deux Pierrots, on était un trio. Puis, c'est ça. On était un trio, puis là, même on était rendu 12. Mais je me rappelle qu'il m'avait dit, un trio, c'est trop, tu sais, vous pourriez être 2. Tu sais, il était habitué avec des chansonniers. Puis j'y tenais, là, mais 10 ans plus tard, là, les bands qui se faisaient engager, c'était toutes des bands de 7-8 comme nous autres, puis ils faisaient tout le show pareil comme le nôtre, là. C'était drôle parce que nous, quand on était arrivés, on avait des chansons bizarres, là, tu sais. Moi, j'ai commencé avec Attention, mesdames et messieurs, de Fugain, un show, là, un soir, là, tout le monde se demandait c'était quoi ça. Puis d'enchaîner avec Aquarius, là, fait que moi, pour moi, c'était un laboratoire pour essayer des tunes, là. Sussudio de Phil Collins. On passait vraiment par tout. Fait que moi, je pense que ça a été notre façon de comprendre comment ça fonctionne une foule. Comment animer, comment faire une courbe de chansons dans une soirée. Jusqu'où tu peux aller quand t'es dans le tapis. Des fois, là, on pouvait enfiler 8 tunes où le monde était... À un moment donné, tu peux pas être énergique à 100% pendant 4 heures, là, à moins de ceux qui consomment de quoi de bizarre. C'est à speed. C'est ça. Fait que, tu sais, des fois, on savait c'était quoi. On vient vraiment d'exploiter un peu trop, là, tu sais, puis qu'il tombait, là. Fait que là, le lendemain, on disait, ouais, on va le mettre un peu plus tard, puis ça aussi, c'était bien mathématique, là. Puis l'animation, tu peux dire le même 3 mots à un autre moment après telle tune ou avant telle tune, ça change tout, tu sais. Fait que il y a comme une magie qui finit par se faire, mais est basée sur un C'est drôle parce qu'en magie, des fois, on dit les magiciens ils ont des formules, mais c'est ça, c'est des formules, tu sais. Ouais. Puis t'as pas le choix de les apprendre par toi-même, tu sais. Puis ça, c'était drôle parce qu'un des deux Pierrot était venu me voir jouer à Hall quand on était encore en train d'essayer de se trouver. Puis il m'avait dit c'est pas pire dans l'animation, il m'avait donné ses commentaires, puis il a dit moi je songe à ouvrir une école d'humour. Moi je pense que l'humour, il y a une façon d'enseigner ça. Puis là on était genre en 92. Puis je savais pas, je trouvais ça bon parce que je me disais moi ça m'arrive d'essayer de modéliser des types de blagues là, tu sais. D'ailleurs, à l'école de l'humour, ils vont parler de la règle de 3, ces affaires-là. Ouais, ça, il y a un processus humoristique. Ouais. Puis ça m'avait surpris qu'un ancien chansonnier, un des deux Pierrot, s'appelait Pierre, il s'appelle encore le même, mais je ne sais pas s'il est encore vivant. Puis il venait de faire vraiment, je pense que c'était une maîtrise sur l'humour. Puis en tout cas, l'idée a fait son chemin parce qu'il y en a qui l'ont parti de l'école de l'humour là, après. Moi, non, mais ça existait déjà depuis 88. Là. C'est depuis 88? Ouais, c'est ça, je connaissais pas ça à ce moment-là, mais quand il me parlait de ça, moi, je voyais pas nécessairement une science là-dedans, mais aujourd'hui, on n'a pas à convaincre personne. Je pense que les humoristes sont rendus très bons, mais le public aussi, tu sais, on les voit, les espèces de patterns, puis un peu comme... On est tous bons pour aller voir des films. Puis, c'est trop genre classique comme blague. Le monde fait comme... Prévisible. On a vu ton gag venir 20 000 à Oui, c'est ça. Tu vois le jeu de mots qui est en train d'installer. Ouais, c'est ça. Ton esti direct de 3. J'avais un meilleur punch que toi, même. Fait que là, tu dis que c'est là que c'est avec les deux Pierrot, ben, à force de faire des chansonniers, que Yellow Molo est né. Ouais. À un moment donné, moi, j'étais tout seul, je faisais beaucoup de shows. J'ai mis des séquences, là. Je programmais tout sur mon keyboard, qui est un ordinateur. Je mettais toute la base et tout ça. Puis j'ai commencé avec un drummer. Ça, c'était assez bizarre, là, tu sais. Tu voyais un chansonnier qu'un drummer. On était un duo. Après ça, on a mis le bassiste jusqu'à ce que les séquences sortent, parce qu'on aimait mieux que ce soit organique. Mais à un moment donné, j'étais à l'université, donc on parle de 98, je pense. 97-98, je suis allé voir avec moi le prof de maths, Sébastien Lamère. On était à l'université en mathématiques. Je suis allé le voir parce qu'il faisait tous les dimanches, il allait faire de l'harmonie. Et là, je suis tombé vraiment en amour avec le son qui sortait quand j'avais 40 musiciens, puis je voulais tous les avoir sur l'album. Puis finalement, ils m'ont dit que 7-8, ça serait correct, là. Puis c'est là que j'ai commencé à introduire des brasses. Le ska est arrivé en même temps, le concours de l'Empire, et on dirait que tout ça a fait une bonne recette au bon moment, mais ça faisait 10 ans, moi, que je faisais mon école de
qu'est-ce qui fait lever une foule, tu sais. Mm-hmm. Puis, tout à l'heure, dans la lettre que j'ai lue, tu nommes La Voix, Star Academy, puis tu dis c'est là que tu as commencé à faire des liens, puis tu as même nommé Karim Ouellet. Puis c'est quoi ça voulait dire, ça? Ouais. Dans le fond, quand je parle de ça, je me dis, quand tu gonfles quelqu'un comme ça, là, tu dis là, il faut qu'on en vende du stock, il faut qu'on... Si on prend Star Academy puis La Voix, là, eux autres, leur mandat, c'est quoi? Ben, même j'avais fait une toune québécoise sur la convergence. Il faut que tu crées un buzz, puis il faut que tu aies des codes d'écoute. C'est ça, eux autres, leur pain et leur beurre. Fait que c'est sûr que là, on met des magazines au supermarché avec ces faces-là. Là, la face, on la voit de plus en plus souvent. Ça devient quelqu'un de connu. Mais il y a un après. T'sais, tu peux pas, après avoir monté quelqu'un à l'état de... C'est pas pour rien qu'on parle de royauté, là, quand les gens ils reçoivent leur redevance. C'est un état presque royal. Tout le monde trippe. Puis après ça, tu dis, OK, bang, c'est fini, on te met là. Et on invente le mot has-been et one hit wonder pour dire que c'est la faute à l'artiste, là, si on peut plus le voir. Mais c'est peut-être pas aussi simple que ça. Ben, l'artiste, s'il est plus ses magazines, puis sa face est plus à la TV pendant 5 ans, c'est sûr que ça va être un has-been. Est-ce que c'est lui qui est devenu moins bon, ou c'est l'exposure qu'on a décidé de plus lui donner? Fait que moi, quand je vois ce principe-là, de dire on va le grossir beaucoup, 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 comme Coca-Cola, tu mets le logo, ou Pepsi avec Michael Jackson, let's go, let's go, let's go. Même si Pepsi, Coca-Cola, là, c'est bon pis c'est gros, là, ils continuent à faire de la promo. Là. Tu les vois à des places comme les Super Bowl pis tout ça. Pourquoi? Parce que tu dois maintenir ça. Ben, Coca-Cola puis Pepsi, qui est juste un produit, un liquide, caféine, sucre, puis de l'eau, a plus de respect que l'artiste que t'as mis sa face pendant 3 ans partout, puis qu'après ça, tu le laisses tomber. T'as une responsabilité face à cet artiste-là. Mm-hmm. Selon moi, là. Ouais. Puis je parle pas de moi, là, en ce moment. Je parle de bien des artistes que j'ai vus. Et Karim Ouellet, ce que j'ai lu sur lui, c'est que ça allait pas bien depuis un bon bout de temps, là. Je pense que c'était relié au diabète, ce qui est arrivé à lui, là. Mais de prendre sa médication ou non, on est dans l'hypothèse qu'il se laissait aller parce que il y a eu une grosse machine derrière lui, et puis là, la grosse machine l'aidait plus, tu sais, je veux dire, l'expression, c'est de mettre sur les tablettes. Tu le mets sur les tablettes, t'espères que ça va vendre, mais tu fais plus ce que tu faisais avant. Tu sais, je veux dire, penser à plein d'artistes. J'ose pas trop en nommer parce que peut-être qu'eux autres seraient pas d'accord, mais il y en a que des fois on dit hey! Moi, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est Daniel Boucher. On l'a vu vraiment beaucoup sur son album 10 000 matins avant qu'il sorte. Jusqu'à temps qu'on le voit arriver à la disque où il a tout raflé. Là. Il y avait de la machine en tabarouette, là, t'sais. Et après ça, moins, tu sais. Mais le gars, c'est autant un génie qu'à ce moment-là, quand on le disait. Mais ça sert à qui de répéter, ce gars-là, il est hot, c'est un génie? Est-ce que ça sert vraiment à l'artiste ou en ce moment à gonfler les ventes? Ça, c'est une question qu'il faut se poser, tu sais. Et après ça, comme dirait Brel, au suivant. Je me fais l'avocat du diable, te parler de la responsabilité du producteur. Puis c'est quoi, d'après toi, la responsabilité de l'artiste dans ce temps-là? Ben, c'est de faire des bonnes tunes, c'est sûr. C'est de continuer son produit, d'avoir un style de vie qui est pas trop... de pas vouloir faire un produit qui est trop fait rapidement et de mettre autant d'ardeur qu'il a mis au début pour percer. Je pense que c'est ça. Son travail, son œuvre, c'est sûr que c'est important. Parce que c'est un peu, tu sais, c'est difficile à dire, mais tu sais, si maintenant, je sais pas, l'artiste, son deuxième album vend moins, tu sais, je comprendrais qu'il se fasse un peu mettre ses tablettes. Ben, c'est connu, t'sais. ça. Oui, c'est souvent l'excuse que celui qui veut plus faire la promotion va dire « Ah, mais ça se vend plus. » Ouais, mais l'as-tu vraiment vendu? Ouais, t'as-tu vraiment mis l'effort? Ben, moi, en tout cas, je pense que des artistes comme ça, si t'as mis 500 000 de subventions de promotion, de promo, et que tout le monde sache qu'il existe et qu'il vient de sortir un album, puis ça se vend pas, comme il dirait dans le dîner de con, on est fixé. C'est pas bon. Mais si tu lui dis, fais un autre album, puis toi, l'artiste, t'es devenu responsable de ton succès,
Mais nous, là, on fait plus la promotion. Je trouve que c'est pas jugé à égal, tu sais. Puis il y a pire que de pas faire la promotion. Il y a de barrer l'artiste. Là, Ouais, t'es de même. Là. Ouais, c'est que c'était arrivé. Rendu là, tu sais, tout est vrai, là. J'entends vraiment ce que tu me dis, là. Est-ce que l'artiste peut avoir sa part de responsabilité? Ben oui, c'est sûr. Je veux dire, je viendrai pas. Il y a personne qui joue à victime là-dedans. Moi, je parle de pattern qui existe. Et le pattern de ceux qui investissent dans un artiste, vous pourriez sortir les contrats, là, que des fois c'est 5 ans, puis après ça, out. Si t'as un artiste que t'as mis sa map, puis parce que c'est la saveur du jour, tu charges 20 000 pour son show, puis tu lui donnes 500$ à l'artiste. Tu fais ça pendant 5 ans, puis là, après ça, lui, tout le long, il est convaincu que là, on y chante que continue, puis là, tu vas voir, tu vas faire plus après. Mais pendant ce temps-là, tu te graisses la patte, tu fais 20 fois plus d'argent que lui, puis après ça, tu dis bye, puis t'en prends un autre. Nous, on encourage l'émergence. Mais là, il y a un pattern, là. Tu sais, faut pas se le cacher. Hein. Mais c'est fou à quel point que les artistes, musiciens, là, chanteurs, auteurs, compositeurs et name it, là, oui. Comment qu'ils se sont fait crosser par leur compagnie de disques. Là. Je peux te nommer là, facilement. Il y en a beaucoup que j'ai reçus ici. Puis, Chris, tant qu'à moi, 7 sur 10 se sont fait crosser. Là. Ouais, des gens émotifs ou qui ont confiance facilement, probablement. Ouais, mais c'est parce que, de qu'est-ce que je comprends aussi, c'est pas tous les artistes qui sont des businessmen non plus. Fait que, tu sais, ça peut se passer quasiment sur leur nez puis ils se rendront pas compte parce que c'est ça, sont un peu naïfs, tu manques d'expérience. En même temps, moi je pense que, en tout cas, moi, dans mon cas, quand ils me disaient OK, on payera pas autant, mais tu vas te faire connaître, il y a quelque chose de logique là-dedans, je veux dire. Mais c'est ça, c'est que ça tente-tu? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le goût d'aider un artiste qui veut avoir sa juste part? Je pense que non. Mais ça, c'est pas d'être... Je pense pas que les artistes sont naïfs. En tout cas, les artistes que je connais ont vraiment une bonne tête sur les épaules. Puis, mais c'est ça. Tu me fais penser à l'expression dans un couple. Quand il y a un gars et une femme, puis il y en a un qui va voir ailleurs. Il y a juste il y a un mot qui a été fait, c'est cocu. Hein, qui a été inventé. L'autre, bon, c'est quoi? C'est un chien sale. C'est celui qui s'en va voir ailleurs, mais on dirait que on jette un peu le blâme sur la personne. Puis on a même le mot naïf. Est-ce que c'est naïf d'avoir confiance? Ben, je suis peut-être trop pur, là, mais moi, j'aime mieux avoir confiance jusqu'à la preuve du contraire. Mais la preuve du contraire, dans ce milieu-là, elle vient souvent. Ouais, ça, je te l'accorde. Ouais, mais je disais ça plus au sens, tu sais, un peu comme innocent, tu sais, quand t'es jeune. Oui, puis je suis pas en train de... sais pas. Puis je sais que tu me fais pas de reproche, là, mais... Non, c'est parce que c'est ça que tout le monde dit. Tu sais, je veux dire, les artistes sont naïfs, j'ai entendu souvent. Fait que moi, je réponds pas nécessairement à toi, mais à tous ceux qui pensent ça, je me dis, mais ils sont en quelque part un peu purs, peut-être, de dire, j'aime mieux faire confiance, puis s'il est pas correct, je vais me tasser après. Ben, je pense que cette pureté-là, malheureusement, c'est pas juste toi qui le dis, là. Elle est vue comme une naïveté ou quelqu'un qui est... C'est ça, c'est l'innocence. Tout à l'heure, ça, tu parlais de la chanson Québec Or, là. Oui. Ben ça, tu sais, il y a eu plusieurs chansons que vous avez faites où ce que vous critiquiez justement ça, l'industrie de la musique, les médias, tout ça. Est-ce que tu penses que c'est pas un retour, justement, ça se peut. que t'as subi parce que t'as un peu couru après? Oui, puis je m'en plains pas. Moi, quand j'ai c'est ça, c'est quoi ton opinion de ça? Ouais? En fait, j'ai toujours eu un côté revendicateur, puis critiquer, je ne sais pas, mais au moins nommer les choses. Moi, quand je vois que les gens n'osent pas nommer quelque chose, ou que c'est discuté off the record, puis ils ont pas le goût de le dire, de le diffuser, tu sais, avec une preuve, tu sais, les gens disent je veux pas dire ça. Moi, j'ai pas de problème. Je me dis, ça me semble être ça, je vais le décrire. J'aime bien décrire. Comme je décris dans mes chansons des fois des déceptions amoureuses, tu sais.
Il y a des déceptions musicales, d'industrie. Mais Québécois, c'était vraiment... j'étais pas le seul. Là, je veux dire, il y avait des articles sur la convergence et des émissions de radio sur la convergence à tour de bras. C'est quoi tu dénonçais dans la chanson-là? La convergence. Je parlais justement, comme je disais tantôt, de créer des vedettes et non pas des artistes. Tu sais, des gens que tu vois la face souvent, autant dans tous les types de médias. Là. Je trouvais que c'était... Moi, n'importe quoi est une bonne idée pour faire une toune. Je n'ai fait une qui s'appelle Le Misanthrope, puis je parle du fait que tu peux être quelqu'un à un moment donné, que quand tu regardes l'humanité, t'as le goût d'être un ermite. Ben, Québécois, pour moi, c'était une façon de dire, c'est assez flagrant, votre pattern, là, on met la face de telle personne partout, on l'envoie dans nos propres émissions à TVA, on la monte bien gros, on crée la vedette, puis après ça, on crée la demande. Tu sais, je l'ai vu, on le vivait avec C'est quoi, il faisait des studios théâtre, il nous faisait jouer partout. On jouait 5 fois par jour. Notre chanson jouait, puis là, on arrivait dans le studio théâtre, puis il disait « Ah, c'est des vedettes, c'est des vedettes ». Il créait la vedette, puis après ça, il disait « Hey, on est chanceux, on les a en ondes, c'est des vedettes ». Tu sais, ce pattern-là, c'est le même pattern que pour Star Academy ou La Voix, c'est « Wow ». T'sais, au début, qu'est-ce que tu fais pour avoir des gens qui crient? T'invites la famille dans l'assistance, puis ça crie. Puis après ça, à un moment donné, c'est plus juste la famille, c'est tout le monde. T'sais, le colonel avec Elvis, il a compris ça. Il engageait des filles pour qu'ils crient quand Elvis arrivait au studio. C'est de créer de quoi qui est pas là. Et à un moment donné, ça vient là. Mais à un moment donné, c'est ça. C'est un partenariat qu'il y avait entre le colonel et Elvis, mais ça, c'en est un autre, hein, que... C'est ça, qui a graissé sa patte tout le long. Mais en même temps, tu sais, c'est aussi ça qui offre, qui va donner une chance à des artistes de se faire entendre, de se faire voir. Ouais, mais je pense qu'on le voit dans le... J'ai pas vu le film, mais ce qu'on me dit, c'est qu'on voit beaucoup que le colonel, ben, c'était déjà connu avant le film, qu'il a abusé puis est allé au-delà de ce que Elvis pouvait faire physiquement. Là. Puis... prend Elvis avec son médecin. Tu vois quelqu'un à un moment donné qui descend, pis c'est quasiment une bonne chose qu'il descende parce que tu vas avoir tout le reste après. Là, comment il s'appelle? Ah, laisse faire. De toute façon, on va arrêter de nommer des noms. Ça ne sert absolument à rien. Mais non, mais c'est ça. Je veux dire, je pense qu'un bon partenariat dans l'industrie, on parle de la musique, mais dans n'importe quel art, c'est bon. Je pense que c'est l'art, là, t'es dans l'euphorie un peu avec le public. Puis il y a comme une overdose d'amour, même que des fois, là, je pense que ben des artistes ont le goût d'être seuls, là, parce qu'à un moment donné, c'est trop. Ben, l'autre personne qui est avec, c'est bon qu'elle fasse sa part, là, de le grounder, tu sais. Puis je pense qu'il y a eu ben des bons gérants. On l'entend quand ça arrive. T'sais, moi, je sais que quand on m'avait parlé de Plume avec les Faneufs, ça avait été un bon partenariat. Là, dès le début, les deux ont fait des sacrifices grands et ça a monté ensemble jusqu'à la fin. Ça, c'est un bel exemple. Il y en a beaucoup des bons exemples comme ça. Moi, d'ailleurs, je suis pas resté amer. Là, pour mon projet d'album solo... je viens de signer avec une gérante. J'ai confiance et je suis naïf. Mais c'est ça, justement, quand tu as fait cette sortie-là sur les réseaux sociaux, tu sais, il y en a qui a vu ça comme de l'amertume. Qu'est-ce que ça a à dire là-dessus? Ben, ça se peut que je sois amer qu'on m'ait joué dans le dos. Mais j'en suis sorti vite. Je suis passé à autre chose vite. Parce que c'est drôle, hein, ça a fait plus gros que ce que je voulais. Moi, ce matin-là, je voulais juste arrêter. J'ai écrit sur ma page Facebook, puis dans ma tête, c'était juste 5000 personnes là, que je leur disais, là, attendez plus rien de moi, tu sais. Parnouche, après ça, entrevue, ci pis ça appelait chez nous, j'étais encore... Ben, toi, tu pensais pas pantoute, ça allait faire le buzz de même. Même je lisais, c'est un stunt, un stunt. Je pensais même pas que ça allait être gros. J'aurais voulu planifier ça, je serais pas arrivé, tu sais. Je veux dire, non. C'est
c'est le fun d'être sincère et d'être honnête, parce qu'après ça, si on dit t'as fait de quoi de pas correct, tu dis, ben, je veux dire, je me mêlerai pas dans mes... Ce matin-là, je me suis levé puis j'étais tanné. C'est juste tanné. Mon amertume, si j'essaie de creuser, là, c'est vraiment face à la personne qui m'a fait ça, là, qui me dit « Hey Steph, je m'excuse, ça fait 7 ans que je te barre partout, là, mais c'est fini, je t'en veux plus. » Cette personne-là, ça doit être... L'intérieur de cette personne-là doit être spécial. Je veux dire, je serais pas capable, si quelqu'un, mettons, veut plus travailler avec moi, d'essayer de saboter sa carrière de même, avec des différentes personnes qui interviennent là-dedans. Je trouve ça gros, tu sais. Mon amertume est face à elle, et le besoin de le dire est là. T'sais. Pourquoi tu l'as pas nommé dans ta publication? Tu sais, parce que je me demande à quel point... Tu l'as même pas sorti, tu sais, t'as pas dit Monsieur X. Moi, j'ai reçu une menace de mise en demeure, puis j'ai une famille, j'ai un métier comme prof, j'ai pas le goût d'aller là. Je sais pas quel genre de bataille légale j'aurais si je le nommais. Je sais pas si ça me tente. Non, mais peut-être pas le nommer, là, mais tu sais, de juste le mentionner. Tu veux dire nommer la situation? Ouais, c'est ça, parce que ça, c'était pas écrit, ça, dans ta sortie, là. Non. Parce que... Mais ça aurait expliqué une couple d'affaires, par exemple? Oui, mais j'avais pas l'impression d'être en train de m'expliquer. Hein. Moi, je disais, j'arrête. C'était pas... mais... Après, j'ai eu le goût de m'expliquer quand je lisais toutes les insultes. Mais ils comprennent pas, là, ils comprennent pas. Je veux dire, ils jugent sans même vouloir comprendre. Selon moi, là, des fois, la personne pose la question avec une flèche. Tu dis, veux-tu vraiment une réponse? Mais non, c'est ça. Moi, je voulais juste nommer que je voulais plus. Mais il faut comprendre que la personne qui me dit, non, mais on peut pas jouer autre chose que ça, puis qui me, pendant 2 mois, dit que ça allait jouer, puis que c'était gros. Hey, on dirait que tu viens de faire un Yellow Molo 2.0, ça va marcher, là, on embarque avec toi. Puis après ça, bang! OK, c'est quoi ça? Puis là, je me suis rendu compte que cette personne-là avait pas apprécié, parce que elle, je l'avais nommée en 2017 sur Facebook. C'était à petite échelle, mais il avait pas aimé ça. Fait qu'il m'avait fait ce coup-là. Mais cette personne-là a perdu sa job la semaine suivante. Là, tu m'as perdu parce qu'il y a trop de personnes. Il faudrait que tu fasses personne X ou personne Y pour qu'on puisse situer de quoi tu parles. Ouais. Le directeur de programmation qui m'a dit on jouera pas autre chose que Gros Zéro et Sabrina. Ça, c'est en 2017? Oui. OK. Quand il m'a reparlé en 2020, parce que c'est dur, hein, quand tu peux pas nommer les noms. Ouais. David Jalbert, il avait parlé, il avait dit, gars, Steph, là, je pense que tu devrais jouer sa toune, elle est bonne. Es-tu prête à essayer d'y parler, puis Ben oui, puis là, il a fait le lien entre les deux. Puis là, le gars de la programmation me dit, oui, ça va marcher, tout ça, pendant un bon bout de temps. Puis finalement, bang, ça drop. Mais il m'avait dit non en 2017, puis là, ben, on pensait que qu'il avait passé par-dessus, que je m'étais fâché après, puis que tout était beau, puis il m'a encore, il a fait pire, il m'a dit pendant 2 mois, oui, on va te passer ça. Il t'a fait ta croix. Fait qu'appelons-les personne Y, celle-là. Ouais. Ça serait pas dur, en tout cas. Fait que cette personne Y-là n'était plus directeur de programmation la semaine qui a suivi. Et les autres directeurs de programmation, celui dont je t'ai nommé tantôt, qui m'a dit oui, Stéphane, je te confirme qu'il a saboté tes choses au début des années 2000. Lui, il m'a dit, on se demande tout pourquoi il a perdu sa job, c'est hyper nébuleux. Là. Puis ça serait quoi, toi? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, je pense que quand il m'a dit qu'il pouvait pas jouer d'autre chose que Gros Zéro et Sabrina, ils ont dit, tu dis pas ça un artiste, là? Ça sort, là. Ah... T'es en train de dire des affaires qui sont dans... qui regardent pas le monde, là. C'est ça, qui sont derrière la caméra. Ben, tu sais, je veux dire, c'est pas supposé de marcher de même, là. T'es supposé d'écouter chaque tune, puis c'est bonne ou est pas bonne, c'est ça qui détermine qu'elle joue ou non, là. Tu sais, c'est supposé d'être... C'est ce qu'ils disent aux gens, mais il y a clairement un autre processus derrière, là. Puis encore... quelqu'un qui travaille dans les éditions me dit ouais Stéphane, le principe de je te gratte le dos, tu me grattes le tien là, ça a été longtemps très fort. À cette heure, je ne sais pas, parce que tu l'as dit tantôt, les radios, c'est plus ce que c'était, là. Mais moi, du moment où j'étais là, début 2000, là, c'était ça en tabarouette, dans bien des cas. On peut pas généraliser, là, mais... Est-ce que quand tu as fait ta sortie, il y a des
d'autres artistes qui t'ont dit qui subissaient un peu le même sort que toi, qui t'ont appuyé, que ça soit publiquement ou dans Oui, mais ils disent privé? tout. Si moi je vais sortir ça, c'est leur métier, c'est fini. Ouais. Moi, je suis prof de maths, là. C'est ça mon salaire principal. Là. Le reste, je l'ai toujours vu comme un AB payant. Puis, ça me dérangeait pas, là. J'en fais encore de la musique, puis j'en fais encore des shows, puis c'est même plus payant qu'avant. Pas obligé de jouer à la radio là, pour faire des shows. Je veux dire, quand t'as un nom, puis que les gens savent que quand tu vas rentrer dans la place, tu vas mettre le party, ça a une valeur. Mais t'as été appuyé justement par des artistes qui t'ont écrit? Publiquement, ils peuvent pas faire ça. ça. Non, pas publiquement, mais je parle peut-être plus en privé. Ou, oui. Ben c'est ça, je me demande si c'est. Oui. Tu sais, c'est drôle, je vais faire une chanson avec Rudy Kaya. Dans 2 semaines, on va enregistrer. C'en est un exemple. C'est ça. 3 albums, puis après ça, c'est tough. C'est tough. Qui va te faire jouer après? C'était pas moins bon, là. Tu regardes les Respects, c'est bon. C'est pas une nouvelle tune qu'ils font jouer. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'artistes de même qui... Ben, Jean Leloup, là, c'est souvent... bon album, puis là, après Excuse, ça... je vais parler en même temps que toi. Non, vas-y, c'est correct. Non, vas-y. Tu disais... Ben, il y a plein d'artistes de même là, qui ont fait comme plein de bons albums au début. Puis après ça, on n'entend plus parler d'eux autres. Ben oui, puis pour pouvoir justifier que tu prends d'autres artistes émergents, il faut que tu dises que mais là, c'est des has-been, c'est plus leur... moi, je pense que ça sert à bien du monde, ça. Mais qu'il y ait des artistes qu'après ça, ils font plus de bon matériel, ça se peut aussi. Ouais. Mais moi, je crois pas à ça, là, que les artistes, ils ont leur prime, puis après ça, c'est plus bon. Voyons donc, tu sais. Richard Séguin a fait vraiment du bon stock dans les années 70. Après ça, il est revenu en force, là, c'était encore plus fort. Il y a quelqu'un qui a décidé d'embarquer avec, tu sais. Ben, je pense que t'emmènes quand même une bonne... Du moins une bonne réflexion là-dessus. N'importe qui est de bonne foi en ce moment, qui t'écouterait, fait que, ben Chris, peut-être qu'il y aurait un ménage à faire, ou peut-être qu'il y avait une réflexion du moins à avoir sur comment que ça fonctionne. Puis... Je sais même pas si j'ai un objectif. Moi, je suis bien content de nommer qu'il y a quelqu'un qui a fait ça, qui m'a barré. Ça, c'est comme juste un désir de vérité. Le reste, c'est sûr que j'envoie des jeunes qui me disent « Ah là, j'ai donné toutes mes éditions. » Genre, tu devrais pas faire ça. Donne-les pas toutes, tu vas le regretter plus tard. C'est ta retraite. Ouais. Ben oui. Ça, il y a ce message-là, peut-être de pas tout donner au début, là, justement, la naïveté, faut y faire attention. Ouais. Ben oui, je te comprends. Au moins, ça relance le débat sur le traitement de la musique francophone québécoise dans les radios commerciales aussi, parce que ça amène ça. Il y a un mouvement qui s'appelle genre Mouvement Bleu ou Musique Bleue ou je sais pas trop. Oui, c'est arrivé en même temps. Hein. Quand j'avais fait mon entrevue à Radio-Canada, m'en avait parlé. Effectivement, je suis vraiment content qu'il y ait ça, parce que eux autres, c'était de montrer le rapport de la musique francophone et de la musique anglophone. Le traitement. Oui, puis les décisions qui se prennent plus à Toronto pour la musique qui joue ici. Ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut nommer. Là-dedans, j'ai rien contre Toronto, mais je veux dire, ils sont pas ici. Tu sais. Moi, j'ai de quoi contre Toronto. Mais... Austin. Non, mais tu sais, c'est que l'affaire, dans le fond... tu sais, moi, je suis pas comme... Moi, j'aime pas ça, les règlements, mettons, qui sont faits. Tu sais, je comprends, faut qu'il y ait des quotas. Puis je pense pas que, mettons, de dire au monde, là, on va vous obliger à écouter du québécois, ça va fonctionner, parce que des fois, j'ai l'impression que... moi, si tu me forces à écouter quelque chose... Mais j'ai bien beau être souverainiste que le tabarnak. Si tu me forces à écouter de la petite musique que je veux pas entendre, ça va avoir l'effet inverse. Là, tu vas aller écouter de la musique ailleurs. Ben, c'est ça. Puis en même temps, c'est une business. Fait que, tu sais, genre, c'est un peu le combat,
des radios. Puis là, si tu dis aux radios, hey, là, faut que tu joues plus de Québécois, est-ce que t'es plus gagnant s'il y a moins de monde qui vont vouloir écouter la radio puis ils vont aller vers l'anglais ou vers... Deux, t'as raison. C'est comme s'ils voyaient pas leur propre responsabilité. Puis ça trahit en même temps, parce qu'ils ont plein de trucs, tu sais, ils mettent des bouts de tunes pour faire les quotas. Ça trahit un peu qu'ils trouvent notre musique locale moins bonne. Il y a d'autres places que c'est pas comme ça, là. Je veux dire, quand tu vas en Angleterre, ils jouent leurs produits locaux beaucoup. Tu sais, il y a des tunes de Phil Collins ou de Paul McCartney qui ont pas joué dans le monde, qui jouent là-bas, tu sais, pour mon... Mais c'est parce qu'en même temps, les armes sont tellement pas égales, tu sais, parce que ça peut jouer tout partout, tu sais, mais nous autres, au Québec, on peut jouer, c'est juste ici qu'on peut jouer, tu sais. C'est pas parce que c'est moins bon, c'est juste parce que c'est de la façon qu'on parle. Mais c'est même qu'on parle, tabarnak, tu sais. Ouais, puis au-delà de ça, il y a un bassin aussi, tu sais, je veux dire, c'est comme les meilleures villes au soccer, je le vois, mes enfants jouent au soccer, puis souvent, quand il y a un grand bassin de population, ils sortent des meilleures équipes, ils ont du choix. Nous autres, on est 8 millions, là, tu sais, fait que de la musique de qualité, ils peuvent moins choisir, mais c'est quand même spécial, parce que notre peuple fait souvent des envieux en cinéma, en musique, on a quand même beaucoup de talent. Ben, on dirait que tu sais, j'étais tout petit puis mon père m'avertissait en disant tu seras jamais prophète en ton pays, c'est pas un nouveau c'est pas nouveau, mais je pense que ceux qui décident de pousser le local pour vrai, pas comme les bacs bleus là pour bien paraître là. Parce que ça en est un exemple de ce que tu dis. On a voulu nous forcer que les acheter en ligne. Le panier bleu. Le panier bleu, c'est ça. Ouais. Le bac bleu, moi je parle de recyclage. Non, mais c'est vrai. Le panier bleu. Ça n'a pas marché. Mais c'était une bonne idée, mais genre tellement mal gérée. Là. Ouais, aussi. Tu sais, c'est comme... Tu sais, l'idée, moi je trouve le fondement est excellent, là, même, mais... Ça a tellement été mal fait. Tu sais, à chaque fois, c'est vrai que les gens ont eu le temps de se tanner pendant que ça marchait pas. Tu sais, tu vois, Amazon, ça fonctionne super bien, mais pourquoi tu vides pas sur ce style de modèle d'affaires-là au lieu d'essayer, non, là, le monde, faut qu'il s'inscrit, mais faut qu'il mette telle affaire, puis là, ça avait fucking compliqué, puis là, c'est comme tabarnak, man, fuck you. Parce que comme Phoenix, là, les systèmes de paye au fédéral, là, ça ressemble à ça aussi. Tabarnak. Fait que, tu sais, des fois, c'est de la petite crosse, mais... tu sais, mettons, genre, des fois, je trouve qu'il y a des bons modèles d'affaires qui sont quand même intéressants, comme la FEC, là, tu sais, un moment donné, tu sais, c'était pas si gros que ça, mais un moment donné, quand ils ont décidé d'aller élargir, tu sais, là, c'est devenu quand même très gros, puis je pense qu'il y a beaucoup de bons, puis il y a un peu de mauvais aussi là-dedans, mais... Le bon qu'il y a là-dedans, c'est que si il réussit à faire de quoi de gros de même, puis qu'ils réussissent à faire jouer des artistes québécois, puis des plugins un peu dans la programmation, ben là, je pense que tout le monde est quand même content là-dedans, parce que tu découvres quelqu'un, Ben, le principe d'échange, je vois René Lévesque, là, avec Harmonium, quand ils avaient envoyé en Californie, il me semble que c'est un modèle à suivre, ça. On devrait tellement faire ça. C'est pas juste avec la France qu'on peut exporter, franchement. Je veux dire, on aime ça, entendre d'autres langues. Les autres aussi aiment ça. Il y a bien des artistes québécois qui vont jouer en Allemagne, Moi, en tout cas, je me suis rendu compte que ce qu'on faisait, ça marchait bien gros au Mexique. Quand on fait quand on fait jouer nos chansons, on fait des promotions qu'on peut faire avec Facebook, puis au Mexique, ça pète le feu, là. Il aime beaucoup le ska, puis on a des brass, c'est très... tu sais, là-bas, il y en a qui disent le ska, c'est plus bon. Ça dépend où, man. Il y a des places que ça marche en tabarouette, c'est intemporel, ça. Je veux dire, c'est comme si quelqu'un décidait du jour au lendemain que le blues, c'est plus bon. Ça va toujours être bon, là. Qu'est-ce que tu dis, là? Ah ouais, fait que, même s'ils comprennent pas la langue, les autres sont comme, yeah, gros zéro! Il y a eu un lip dub sur gros zéro. Des gens qui essayaient d'apprendre le français au Mexique. Ben, Chris, il y a Bruno Pelletier, tabarnak. Genre, lui, il jouait au bout en Russie puis en Ukraine, là. Puis Mario Pelcha au Liban. Ça se peut. Ouais. Ça se peut. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, des fois, là, quand on... Ben moi, quand il y en a qui m'ont dit que je mettais pas assez de temps sur Internet puis que, tu sais, je m'étais pas mis à jour, tout ça, je l'ai pris comme un défi. Puis je me suis dit, ouais, mais ça sera pas pour nécessairement percer ici. Moi, j'ai décidé de commencer à regarder ce que je pouvais faire partout ailleurs. Fait que là, j'ai même fait, dans toute cette période-là, j'ai fait un album qui s'appelle Scar All Over You. Il doit avoir 3 ans déjà, cet album-là. Puis avec une revue, puis le méchant dans la revue, c'est une bande dessinée. Le ska, souvent, c'est cartoonesque. Là. Okay. Puis le méchant là-dedans, c'est Trumpet.
Fait que là, Trumpet, c'est celui qu'on pense. Puis il y a un Français là-dedans, Frenchy Best, qui est inspiré de François Best. C'est un gars qui s'est évadé 6 fois de prison en France. Il est bien connu là-bas. Et moi, j'ai décidé de créer une espèce d'histoire assez farfelue qui se passe à Chicago, puis il y a un Français qui arrive là. Et j'ai pris, dans le fond, dans tous mes albums, ceux qui pouvaient pas passer depuis je sais pas combien d'années. J'ai dit, moi, c'est pas vrai que je vais perdre tout ça. J'ai mis mon âme là-dedans. Je suis allé chercher les 12 meilleures tunes et j'ai tout refait les textes en anglais, mais pour que ça fasse une histoire. Fait que c'est comme si j'avais fait un Grease, tu sais, une revue musicale que j'ai mis dans une bande dessinée. Fait que quand tu rouvres la bande dessinée puis que tu écoutes l'album du début à la fin, tu suis le film de l'histoire. Fait que, dans le fond, j'ai tout pris mes paroles en français, je les ai mises en anglais pour créer une espèce de Grease, mais ska. Moi, j'ai eu du fun avec ça. Puis je vais toujours essayer de le promouvoir, de le vendre un peu partout, puis de trouver une boîte de communication qui va avoir le goût de le pousser. Et comme le ska est intemporel, je vais continuer à en faire. Je suis en train de faire une suite qui s'appelle Civil War. Puis, mais ça m'a donné le goût d'aller là, puis ça m'a remis en vie. Ouais. Je me sens plus aigri. Là. Puis de le faire pour les bonnes raisons. Oui. Parce que t'aimes ça, puis t'aimes créer. Puis, de pas avoir une attente là, de succès. Puis si jamais ça arrive, ça sera juste un bonus. Tu sais. Tout à l'heure, je te parlais de mouvement bleu ou musique bleue, je me souviens plus trop. Là. Eux autres, ils proposent qu'il y ait une radio nationale. Genre une radio, comme nationaliser une radio. Puis ça, je trouve, c'est quand même une bonne idée. Tu sais, elle est là, pas pour nécessairement faire de l'argent, mais pour promouvoir la musique francophone québécoise. Ouais, mais là, si ça a un succès, clairement qu'il va arriver du monde pour se graisser à la patte, puis là, ça va prendre le... Comme Jésus qui avait une bonne idée pure, c'est devenu Vatican avec plein d'or, puis c'était tout à l'envers de ce qu'il voulait. Non, mais en même temps... Ça serait bon. Oui. Ben, tu sais, c'est ça. À chaque fois qu'il arrive de quoi, il y a tout le temps un peu du mauvais... des vautours, là, exact. Ouais, très belle image. Mais je pense que ça serait quand même... La base, elle serait bonne en crise, puis tu sais que... C'était mon projet quand ça s'est arrivé. Ça devrait... Tu sais, je pense pas que ça devrait coûter tant cher que ça, puis... Ça serait bon, une radio qui passe notre... Ah ouais, pas politique, là, tu sais, là, c'est pas nécessairement là... les single radio, tu sais, de dire, là, on va écouter les Respect, telle tune, ça n'a jamais joué à la radio, c'est bon ça, puis on fait jouer telle tune d'harmonium, on l'a pas beaucoup entendu, puis avec des animateurs que leur passion, ça serait la musique et non pas reste en ligne, je te donne un t-shirt, là. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que ça serait une crise de bonne idée, ça, man. Puis genre, moi, je l'écouterais, là. Une fois de temps en temps, jamais. Moi, parce que j'aime plus écouter du monde parler, là, tu sais. Fait que moi, je suis plus du genre Mario Dumont. Je suis tellement content qu'il est à 99,5, là. Asti que je trippe, je suis comme, t'es l'agacé, t'es câlisse. Ben, je suis d'accord. Mario Dumont, c'en est un qui est un... J'espère tellement là, qu'il va voler les codes d'écoute. Monsieur Lagacé, hein, cette année. Ah, moi, peu importe que, tu sais, ben moi, si j'étais plus capable de l'entendre au 98.5, puis là... Son côté moraliste ou... Ben moi, tu sais, je m'avancerai pas trop là-dessus parce que je sais pas, c'est juste j'aime pas ça. Il me gosse. Puis je pense que j'ai le droit, tu sais, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui je dois leur gosser ou je dois y gosser lui-même, tu sais. Il est très aimé, effectivement. Fait que, tu sais, moi, j'ai aucun problème avec ça. Le monde a le droit d'aimer et pas aimer, là, tu sais, ça fait partie de la game quand t'es public, là. Puis, fait que bref, moi, j'étais assez content qu'il y ait un nouveau joueur parce que l'autre, tu sais, c'était qui l'autre? J'écoutais, c'était Radio-Canada. J'étais assez écœuré qu'ils mettent des petits commentaires, des petits ça. Puis, tu sais, j'aime pas ça, moi, tabarnak. Fait que... Mais là, man, Mario Dumont, moi, je l'aime, tabarnak. J'adore Mario Dumont. Ben, c'est quand même quelqu'un, là. Ça, c'est sûr. Il fait des petites jokes. Fait que, bref... Peut-être. Il est dégourdi. Mais c'est quelqu'un qui a toute une tête aussi. Puis je suis content, Steven, qu'il y ait enfin un vrai compétiteur privé, de radio privée, qui leur fait compétition. Sacrément, je suis content. Mais bref, c'est pas important ici. C'est une scène Non, mais c'est une scène compétition, puis ça en prend. Ben, quand tu disais qu'est-ce que je dénonçais avec la convergence pour Québécois, ben c'était un peu ça, tu sais, ça en prend de la compétition, là, qu'il y en ait un qui réponde à l'autre, puis qu'il n'y ait pas trop de confort de on mène tout, là, tu sais. Ce qui était le cas à l'époque, là. Moi, quand j'ai fait ça, c'était en 2005, je pense. Ouais.
2005, là, Québécois était super fort. Là, c'est drôle, j'entendais quelqu'un parler de ça aujourd'hui, qui disait il l'a pas vu venir ben, mais à un moment donné, c'est venu plus gros. Là. L'Internet, c'était plus juste c'était plus juste quelque chose qui grondait. Là. Ça a pris le dessus de tout. Même que là, tu sais, on dirait que chez Québécois, tout se fragilise là, avec l'Internet qui est là. Pas juste Québécois, tous les médias TV, les communications sont fragilisées par l'Internet, c'est clair. Hey, y a de quoi que je veux te parler avant qu'on termine l'entretien. C'est quoi, dans le fond, ton plus beau spectacle que t'as fait? C'est quoi ton plus beau souvenir que t'as des fois, là, Yellow Molo? Je pourrais m'en aller et dire « j'aurais dû dire ça, mais... Ouais, c'est ça, c'est Moutou, ça me fait ça. Vite de même, je te dirais... c'est sûr que quand on a fait les plaines d'Abraham, c'était quelque chose. Ouais, en 2001. Ouais, on était à TV en même temps. On a fait... moi, j'ai participé au show juste avant. C'était le fun avec Normand, puis Vénustro, tout ça. Puis quand ils nous ont demandé de faire le show là, moi, j'ai appelé les gars de Groovy. J'aimerais ça que vous veniez faire une tune parce que, selon moi, la meilleure tune au Québec, c'est vraiment Boisson d'Avril qu'il n'y a jamais eu, tu sais. Puis je leur ai demandé de venir la faire avec nous autres. Je me demandais pourquoi ils n'avaient pas encore déjà fait les plaines, tu sais. Boisson d'Avril, tu sais, avec Yves Lambert? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein? Fait que ça a été un beau moment. Puis il y avait juste un bémol, il pleuvait beaucoup, mais qu'est-ce que tu fais au Québec, ça a l'air que c'est rendu ça, le 23. Mais ouais, ça c'était vraiment fou là, de voir tout le monde dans la boîte. T'as-tu vu cette année avec Marat Tremblay? T'as-tu écouté le show qu'ils ont fait? Non, je jouais ce soir-là. Puis, Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais tabarnak, il pleuvait tellement à Québec, là. C'est épouvantable. Man, elle avait un esti de gros déluge d'eau dans oui, puis nous, on était une des seules places où j'ai joué. Non, il n'y a pas plu. C'était vraiment cool. Il n'y avait pas d'électricité jusqu'à 5 minutes avant le show. Il est revenu, puis on a eu vraiment un bon show. Ah, that's mais ouais, c'est ça. Non, j'ai pas vu, mais j'ai entendu parler que c'était vraiment... ouais, c'est ça. Tu sais, tout le monde attend après une date. On est au solstice d'été, puis... Ah, man, va falloir qu'on déplace ça. Tu sais, puis du Marat Tremblay, moi, man, j'ai découvert ça avec ma blonde. Là. Ouais. Mais tu sais, des tunes de spaghetti à papa, là, c'est tellement genre tu vois, Deux Pierrot, la jouait tous les soirs, cette tune-là. Le spaghetti à papa, là, oui, c'est vraiment une tabarouette de tune. Tu sais, c'est absurde au bout. T'as un calice de déluge dans face. Oui, mais j'en revenais pas, j'étais sous-mort à la TV. J'étais comme, vas-y, Marat, lâche pas! Pété raide. T'es en train de chanter une recette de spaghetti, puis tu te bats contre la pluie en même temps. Non, mais moi, ça, man, puis il y avait du monde avec leur esti d'imperméable. La fierté québécoise, sacrément. Moi, ça... ça vient me chercher en mort, là. Mais... Ouais, c'est ça. Non, mais écoute, on a fait des shows. Ouais, en tout cas, ça je peux te le dire. C'était ton plus beau show. T'sais. Ouais, mais c'est plus les Deux Pierrot, tous les souvenirs qui s'agglomèrent en moi sont vraiment beaux. Ça fait une grosse photo ensemble, là, tout ça. Mais j'ai bien aimé... c'est ça. Je pense que oui. Je suis content d'avoir trouvé de quoi... nous, on avait fait un show qui s'appelait le show capoté. C'était commandité par Trojan. Puis on avait invité vraiment beaucoup d'artistes. Puis à chaque fois qu'on jouait avec un artiste, on faisait une chanson de l'artiste, une des Beatles, puis une de nous autres. Puis c'est ça, on a fait 2 éditions. Ça, c'était le Spectrum et puis là. C'était plein, puis on a des images de ça. C'est vraiment de quoi de hot, là. On a joué avec... il y avait eu Martin Deschamps, Carl Tremblay était venu, il avait fait La Fable à la recherche d'une morale avec nous, on avait fait Mon pays avec eux autres. Cette année-là, on faisait pas de Beatles, c'était juste des tunes de chacun. Mais l'année où on a fait du Beatles, il y avait eu Jonathan Pinchot, il était venu faire Hey Bulldog, ça c'était vraiment débile. Martin Deschamps avait fait The Letter avec nous, mais avec Little Help for My Friend. C'est ça, Vénustro était venu, on avait fait Help version ska. C'est ça, c'était vraiment cool. Qui a eu qui était trippant? Ouais, c'est ça. Le show capoté, c'était quelque chose. Puis on a gardé des images de ça, on l'a mis sur YouTube. On a laissé ça là. Les gens, ils découvrent une belle surprise quand ils vont voir ça.
Hey, Stéphane Yell, c'était vraiment cool. Ah ouais, on va y aller demain, c'est vrai, mon gars. Merci beaucoup, Jean. Ben, merci d'être venu, mon chum. Puis là, il y a mes commanditaires, hein, les cafetières Bellucci et procafetière.ca qui t'offrent T'es un vrai amateur de café. Ouais, c'est ça, un sac de café, une poche de café. Thank you, du sir. WhatsApp Podcast avec ta tasse aussi. Fait que. Mais bref, si on veut. Merci à Bellucci. Si on veut te suivre, c'est où qu'on peut te suivre? Ben, il y a yellowmolo.ca. Essaye dans le micro, ça fait. Oui, yellowmolo.ca. Puis on a aussi, ben, évidemment, notre page Facebook qui est cool. Fait que là, c'est sûr, vous faites encore des shows, là? Ben, on a eu quelques invitations. On n'a plus beaucoup. Là, ça va se calmer. Puis, on va faire peut-être encore une dizaine de shows. Mais là, je fais mon album solo, il sort à l'automne. Fait que je vais plus travailler là-dessus. OK. Bon, ben c'est parfait. On va tourner la page. Hey, encore une fois, gros merci, mon gars, man. Merci d'être venu. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde.